Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 288 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place au Orlando Magic, le bilan 2024 de la saison du Orlando Magic avec Frédéric Yang de Basket Session notamment. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan 2024 avec aujourd'hui le Orlando Magic. Ça y est, on parle enfin de Orlando. Et pour ça, on reçoit un nouvel invité sur le Basket Lab. C'est Frédéric Yang, que vous connaissez probablement. Comment ça va, Frédéric ? Ça va très bien, Guillaume, et merci de m'inviter pour ces bilans toujours très intéressants. Ah bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, pardon. Bon, Frédéric, que vous connaissez de plein de choses, on va les énumérer, mais surtout fan d'Orlando. Il faut que tu nous racontes ça, surtout. C'est pour ça que j'aime bien t'avoir pour parler du Magic. Et surtout, il n'y a pas tant que ça des fans d'Orlando. Alors, ça vient d'où finalement ? Moi, c'est très simple. Mon oncle vit en Floride, à Bradenton. C'est à 2 heures d'Orlando. Et en fait, je me suis toujours senti un peu américain, un peu floridien. Et quand je me suis vraiment intéressé à la NBA, c'était en 2001. En 2001, mon équipe, c'était le Magic et avec un joueur, T-Mac, Tracy McGrady, qui m'a vraiment fait kiffer. Donc voilà, ça m'a toujours suivi. Mais je dois t'avouer que quand il est parti à Houston, j'ai eu du mal à accrocher. Tu vois, même malgré Dwight Howard, malgré le run en playoff en 2009, j'ai suivi, mais j'étais quand même moins fan du Magic à cette époque, et c'est revenu progressivement avec Evan Fournier, avec ce qui s'est passé récemment. La période 2019, j'avais bien aimé, avec Vucevic, Fournier, tout ça. DJ Augustine, Terence Ross, la légende, son tir contre Toronto. Bref, en tout cas, c'est vraiment une équipe que j'aime parce que j'ai l'impression d'être affilié directement à Orlando, à la Floride. Mais c'est marrant comme ça avec les gens qui sont fans de franchise, on arrive à peu près à deviner l'âge des gens selon les vagues. Orlando, il y a 3 vagues. T'as la vague Shaquille O'Neal pour les plus anciens, début 90, un peu plus récent, quoi, que ça commence un peu à dater aussi, mais il y a Dwight Howard. Et toi, t'es un peu entre les deux avec la période T-Mac, les baggy, etc. Et t'as vécu le côté free agency où Tim Duncan qui vient et qui finalement vient pas, ou ça tu l'as pas connu en direct ? Je ne l'ai pas connu en direct, je l'ai connu un peu plus tard, notamment quand, je ne sais plus c'était dans quel podcast on a appris la raison pour laquelle Duncan n'était pas venu, et ça fout toujours un peu les boules de se dire que... Pourquoi c'était quoi ? Apparemment, c'est parce que Duncan voulait que sa femme puisse faire les vols dans l'équipe, enfin les vols, entre les matchs dans l'avion de l'équipe. Ouais. Apparemment, Doc Rivers aurait refusé, et ça a été un frein. Ok. Bon, c'est un peu bête, quoi, si c'est vraiment la raison, mais bon. Peut-être déjà le premier excellent ajustement tactique de Doc Rivers, admirable à l'époque. Le début de la légende, ouais. Bon, Frédéric aussi, que vous connaissez de ton énorme chaîne YouTube, d'ailleurs, Better Athlete Basketball, sans doute que vous avez vu ça évidemment. Journaliste aussi, on te voit souvent sur Basket Session parler alors les CQFR, mais aussi des émissions, les podcasts aussi un peu plus longs. Et puis entraîneur aussi, tu es entraîneur depuis quelques années. Quel style d'entraîneur comment tu te définirais, Frédéric ? Moi, je me définirais comme un entraîneur finalement moderne. Tu vois, il y a le côté players coach qui aujourd'hui est très important, même au niveau amateur. Et ma définition, en fait, je sais pas si tu suis un peu le basket européen, mais le Paris Basket, tu vois, enfin, en tout cas dans le style, tu vois, très énergique. J'aime bien un jeu dynamique où ça défend dur, ça défend tout terrain, mais on attaque beaucoup de liberté en fait aux joueurs. Je pense que le jeu il appartient aux joueurs, et je fais en sorte de pas trop leur prendre la tête sur des systèmes de jeu, mais plus sur des principes. Donc j'aime bien les motion offense. Moi je suis vraiment j'aime beaucoup les motion offense. Donc c'est ce style de jeu que je veux produire, quoi. C'est du jeu un peu libre avec beaucoup de mouvements, mais une défense très agressive. Pour le coup, moi, quasiment tout ce que je propose en défense est très agressif. Beaucoup de prises à deux, que ce soit sur les montées de balles tout terrain ou sur les écrans. C'est vraiment... Voilà, mon style aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment l'agressivité, mais dans le bon sens du terme, que ce soit en attaque ou en défense. Ouais.
le Nick Nurse de région parisienne, alors on peut dire, du coup. Je sais pas, ouais. Mais tu vas peut-être avoir l'occasion de découvrir Chioma Cizalo, hein, Ouais. qui est parti à Memphis. Et enfin, vraiment, c'est vraiment sympa ce qu'il propose. Moi, j'ai totalement adhéré à ce style, en tout cas. Bon, on suivra ça alors en tout cas. Et donc aujourd'hui, les programmes, vous connaissez. Les bilans 2024, donc à travers notre format des stats de la saison, autrement appelé comme ça l'an dernier. Donc un bilan en 10 stats ou 10 points clés, puisque les stats sont parfois aussi un peu un prétexte pour parler du jeu, évidemment. Donc je peux te lancer, on peut commencer directement si tu veux bien. Quelle est donc ta première stat du jour à nous proposer pour ce Orlando Magic 2024 ? Alors, la première stat, je reprends mes notes, hein. C'est 11. 11. Ouais. Est-ce que tu vas deviner c'est quoi? Est-ce que c'est un rang, un classement peut-être, ou un truc comme ça ? Non. Non, c'est quoi ? Ça fait plus référence, je vais te spoiler tout de suite, ça fait plus référence en fait. C'est 11 années de suite où le Magic n'avait pas atteint plus de 55% de victoire. Pour moi, c'est important parce que il faut comprendre qu'on est, voilà, c'est un cycle de reconstruction. Il y a eu un premier cycle de reconstruction après la période de Shaquille O'Neal, hein, qui avait duré à peu près la même période, les mêmes nombres d'années. Et là, on est vraiment sur ce deuxième cycle de reconstruction. Après cette ère de Rob Hennigan qui a pas vraiment fonctionné de 2012 à 2017. Et depuis qu'il y a Jeff Weltman, on voit qu'il y a des choses qui ont commencé à prendre forme. Il y a eu ce premier run, on va dire, avec déjà la draft de Jonathan Isaac. Je pense que ça a montré en tout cas ce que Weltman voulait faire. Il a une vision, tu vois, avec ses joueurs longs, mobiles, polyvalents, le tall ball, et qu'il n'avait pas pu totalement réussir en fait dans un premier temps parce qu'il y avait les Vucevic, il y avait les Fournier, les joueurs importants qui collaient pas forcément à ce qu'ils voulaient. Et là, finalement, pour moi, le trade de Vucevic et l'arrivée de Wendell Carter Jr., ça a été la première pièce de ce qu'on voit là actuellement. Et on est encore dans une équipe qui est en développement. Avec aussi, je voulais parler aussi de tout ce qui se faisait en dehors du terrain. Il y a eu un nouveau centre d'entraînement en 2022. Ouais. Il y a eu Jamal Mosley qui est arrivé en 2022. Il y a eu recrutement de plusieurs coachs assistants, notamment un coach mental, toujours en 2022. Donc, on est vraiment sur une équipe qui s'est construite au fur et à mesure à partir du moment de cette arrivée de Weltman. Et là, aujourd'hui, on voit les premiers fruits de ce que peut donner cette nouvelle vision du Magic, en tout cas. Donc la dernière fois, c'était quand du coup ? C'était 2010, 55 victoires. C'était la saison du lockout, tu sais, en 2011, avec 37 victoires, 29 défaites. Du coup, le bilan, c'était un peu plus de 55% de victoires. Mais c'était la dernière grande saison du Magic, c'était celle-là. Ouais. La dernière saison de Dwight Howard. Qui se termine avec des playoffs sans Dwight Howard, hein, si je dis pas de bêtises, et go-to-guy Big Baby Davis. Ça doit être un truc comme ça, non ? Contre Indiana. En tout cas, cette année a été très compliquée parce que je sais pas si tu te souviens avec cette interview de Dwight Howard qui en gros, avec à l'époque, ça se passait pas très bien. On sentait qu'il voulait partir. C'était c'était très bizarre en fait la fin de Dwight Howard à Orlando. L'interview Stan Van Gundy, tu veux dire, quand il le rejoint avec sa bière. C'est exactement ça. Ouais. Effectivement. Ouais, non mais c'est vrai que c'est pour faire un peu le bilan de ça. C'est vrai. Enfin, là, on est dans le début d'un nouveau cycle qui a l'air très intéressant et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Mais comme tu dis, peut-être que le précédent cycle avec un ancien GM et surtout l'équipe qu'on avait post Dwight Howard, justement, c'est que pour moi, l'échec, ça a été de jamais réussir à trouver le go-to-guy. Et c'est ça qui, à mon avis, a un peu invalidé tout le projet. Alors, pas invalidé, mais qui n'a pas fait que le projet était une réussite et que ça a toujours un peu stagné dans une espèce de ventre mou. C'est que entre 2012 et 2021, ouais, du coup, quand ils ont enfin fait les échanges, t'avais des bons joueurs, hein, en effet, mais t'avais aucun joueur un peu transcendant ou un peu élite NBA, quoi. C'est un peu le problème. Alors, on met un peu de côté les premières années, sans doute, où on laisse de la place à du Oladipo, on laisse de la place à du Tobias Harris, etc. Mais quand on a eu un peu tout ce qui était l'équipe Fournier, Vucevic, Gordon aussi, il y avait des bons joueurs, comme dit, mais il manquait un peu le joueur d'élite. Et c'est un peu l'élément primordial pour réussir une reconstruction. C'est que voilà, si t'as pas ce go-to-guy, c'est même la partie la plus importante. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a le fameux tanking. Hein. C'est parce que les équipes tankent pour avoir le meilleur choix possible. Pourquoi ? Parce que le meilleur choix possible, c'est là où t'as la plus haute probabilité d'avoir un très haut choix de draft. Et d'ailleurs, je crois que Orlando n'avait jamais eu un vrai très haut choix de draft, à part 2013, mais c'était une draft un peu bizarre. Mais vous n'avez pas eu sinon d'autres méga choix de draft top 3, top 5, non ?
Non, non, c'est vrai. Enfin, les paris ont été faits, comme tu dis, sur Oladipo. Malheureusement, voilà, ça a pas donné ce que. Enfin, je pense qu'il avait pas les épaules pour être ce joueur-là. Et finalement, on a dû attendre Paolo Banchero, hein, pour un peu Ouais, espérer et voir un peu la lumière du jour. ouais, effectivement. Alors, du coup, si tu me permets, je peux enchaîner avec la mienne de première stat Bien du sûr. jour. Moi, j'avais 2 comme chiffre. 2 parce que Orlando est élite déjà dans un domaine, c'est deuxième meilleure défense de NBA. En termes de chiffre brut, 111 points par 100 possessions encaissées, si vous voulez le chiffre brut. Deuxième, donc deuxième meilleure défense de toute la NBA sur le site de Clean the Glass. Bon, les stats sont peut-être un peu différentes avec Basketball Référence, hein, selon la garbage time ou pas, mais bref, on s'en fiche un peu de ce genre de J'ai détails. En regardé, gros, c'est quasiment la même chose. ouais, voilà, en plus. Mais donc, deuxième derrière Minnesota, évidemment. Mais bon, l'autre côté, le problème, c'est l'attaque. Mais ça aussi, je pense qu'on va en reparler, puisque l'attaque, ils ne sont que 22e sur 30. Donc, ce qui fait qu'au niveau global, le net rating, différentiel attaque-défense, bah, ils sont à peine dans la moyenne, seulement 14e sur 30. On développera ça plus tard, je pense. Mais voilà, défense, à mon avis, c'est la défense et élite. Et je voulais dire ça aussi dans la continuité de ton propos, c'est que, tu vois, c'est ce qu'on a jamais vraiment eu complètement avec le cycle d'avant, même si on a eu des bonnes années avec Vogel ou avec Clifford, hein, qui ont eu des bonnes défenses, mais d'un point de vue un peu schématique finalement, avec des schémas en stunt ou des trucs comme ça. Et là, je trouve que l'identité de la défense, non seulement il y a une défense d'élite en 2024, mais même, bon, toi qui es fan d'Orlando, tu le sais, mais l'identité de l'équipe, elle est comme ça, même depuis que l'équipe est pas bonne, en fait. Et c'est ça qui Bien est sûr. assez admirable depuis l'arrivée de Jamal Mosley. C'est un type de défense très dynamique et polyvalent, justement, avec un playmaking assez agressif en termes de schéma aussi, pour créer beaucoup de turnovers. Le panier aussi qui est priorisé. Bon, bref, il y a un peu tout ça là-dedans. Et comme dit, ce qui est admirable, c'est que tu vois, tu prends la saison 2022, donc avant qu'ils aient Banchero, on est encore sur une équipe qui est assez qui est mauvaise, hein, 22 victoires à peine sur l'année, saison 2022, ok. Mais déjà, on avait une défense qui était autour de la moyenne, quoi. Il était déjà 17e en termes de defensive rating. À l'époque, c'était la raquette Mo Bamba et Carter Jr., mais en fait, c'est aussi, je pense que Jamal Mosley, et tu peux en parler aussi, mais il est arrivé et de suite, il y a cette identité qui a été installée et qui finalement, plus les années passent et plus le niveau de talent augmente, plus on a, comme aujourd'hui, les résultats, une défense d'élite, en fait. C'est ça, c'est ça. Je sais pas si tu voulais parler aussi du détail, Vas-y, vas-y. notamment les 4 facteurs clés, notamment Ouais, de cette défense. Ce qui ressort, c'est vraiment le taux de perte de balles provoquées, ouais, finalement, où ils sont 2e aussi, avec 15,6, donc c'est le turnover percentage et les rebonds offensifs, finalement, les rebonds défensifs qui sont verrouillés. ouais. Tu quasiment, tu plus de 75% de rebonds défensifs verrouillés. Bon, si on fait la stat inverse, du coup, ça donne 24,7% de rebonds offensifs pour les adversaires seulement en pourcentage, qui est également 2e. Et en fait, c'est vraiment une équipe qui a aussi construit sa défense autour de ça, du jeu des possessions. On le verra aussi en Ouais. attaque. C'est vraiment ça, je pense, le projet de jeu de Jamal Mosley. C'est une jeune équipe. Et pour avoir des résultats avec une jeune équipe, je pense que il a visé juste avec le personnel qu'il avait. C'était de défendre dur et gagner ce jeu des possessions, parce qu'on le verra aussi en attaque, il y a énormément de difficultés et énormément de failles. Et finalement, c'est admirable. Il faut rappeler le bilan de cette équipe. C'est quand même 47 victoires cette année pour une équipe en reconstruction. Pour moi, je trouve ça, c'était inespéré en début de saison, clairement. Moi, je pensais que le Magic allait se mêler à la lutte pour le play-in. Mais faire 47 victoires, 35 défaites, c'était quasiment inespéré. Et se qualifier directement en play-off à une belle 5e position, c'était fou, et ça a été rendu possible justement grâce à cette défense qui a été élite toute la saison, avec justement ces schémas qui existaient déjà les années précédentes, les 2 années précédentes même plus, parce que bon, Clifford a quand même un coach qui est quand même très très fort en défense, et Ouais. il y a des choses qui se ressemblent, mais là ça a été accentué par le fait aussi que Jalen Suggs il ait pu faire toute la saison, Mm. que Jonathan Isaac aussi a pu enchaîner beaucoup plus que les années précédentes. Oui, ça aide aussi, hein, quand Isaac y joue. Ah, bien sûr. Et moi, ça m'a vraiment marqué, parce que je trouvais que ça se voyait. Visuellement, c'était net. C'était net. Cette envie de se déchirer déjà, de faire énormément d'interceptions. Et le fait aussi d'être très, très bon sur les rebonds. Vu que je suis entraîneur, moi, c'est des trucs sur lesquels je suis très sensible. Ouais. Le box-out, tu vois, les écrans de retard. Mm. Et je trouve que dans cette équipe, il y a
des joueurs qui sont vraiment très bons pour ça, et notamment Franz Wagner. C'est quelqu'un qui est vraiment très précautionneux sur justement ces écrans de retard pour bloquer les joueurs. Enfin, c'est tout bête, hein. Mais je pense qu'en NBA, là où il y a vraiment des failles, c'est sur le rebond. Et il y a trop de joueurs qui sont distraits par le ballon, et à Orlando, un peu moins du coup. Et ça fait de grosses différences. Je sais pas si tu veux parler du style de cette défense. On en a parlé un petit peu. Bah oui, c'est vrai que alors, on va pas le faire, on va pas détailler sans les images là en format audio, mais tu sais, il y a plein de principes que j'aime bien, tout ce qui est la next defense par exemple, donc des switch of ball, hein, on peut résumer sans les images, on va pas trop rentrer dans le détail, mais plein de principes comme ça, un peu novateurs, un peu différents, qui avec une défense qui finalement est très malléable, je trouve, qui arrive à faire des schémas un peu différents, du peel switch, du switch of ball, etc. Mais ce qui est vachement intéressant, et pour appuyer à quel point c'est du bon coaching, je pense, de Jamal Mosley, c'est qu'au-delà de tout un peu ce côté tactique, parfois des concepts tactiques qui peuvent arriver, c'est que, tu vois, la fameuse année 2022, comme dit, il y a 2 ans, où c'est une équipe nulle mais qui défend bien, on pouvait se dire, bon, c'est parce que la raquette Carter Jr. et Mo Bamba. Mo Bamba était drafté pas si longtemps que ça avant, mine de rien, il était encore dans sa 3e, 4e année. Bon, on pouvait se dire, voilà, il était déjà bon au panier, top 10 en fréquence et en efficacité, c'est peut-être aussi Mo Bamba, etc. Et en fait, non. En fait, Mo Bamba, finalement, a disparu de la rotation petit à petit en 2 ans. L'an dernier, il a beaucoup moins joué, et là, cette année, il était plus là du tout. Et en fait, non, ça se maintient. Alors que tu as remplacé Mo Bamba, qui était plutôt un profil défensif, par en plus Banchero, plutôt offensif. Et pourtant, les résultats se maintiennent et même sont meilleurs. Je pense que ça montre aussi cet aspect de schéma. Et comme tu l'as dit, c'est le point central, c'est que en fait, on est sur du jeu des possessions. En fait, c'est très très basique, mais c'est le côté. Peut-être on est moins bon que l'adversaire sur un aspect, ou même à niveau de jeu équivalent, si on arrive à faire que l'adversaire a moins de cartouches que nous, moins de tirs, forcément on va avoir plus de chances de gagner, quoi. Donc les turnovers, les rebonds, ça permet de priver l'adversaire de possession, ou à la fin ça se termine par un tir en fait, ou d'avoir une chance de plus de marquer. Donc c'est bien. Et puis même je rajouterais un autre aspect à ce jeu des possessions, et au côté en fait Orlando gagne grâce aux mathématiques, c'est aussi le profil de tir qu'ils autorisent, et quels sont un peu les tirs qu'on laisse sur le terrain, qu'on concède sur le terrain ou pas. Ils sont plutôt bons au panier, même si pas aussi bons que les 2 dernières années, mais ils sont 14e en fréquence, donc dans la moyenne. Ils autorisent assez peu de 3 points aussi, mine de rien, ils sont dans le top 10 là encore en fréquence, et surtout même 13e dans les corners, donc c'est pas mal, hein, mine de rien. Et surtout, on oriente beaucoup, et on concède beaucoup de longs tirs de points, donc le pire tir possible au final. Donc voilà, il y a un peu cet aspect, le pouvoir des maths, en fait, de l'adversaire a peu de seconde opportunité sur rebond, l'adversaire a peu d'opportunités, en tout cas moins d'opportunités parce qu'il fait des pertes de balles qu'on arrive à provoquer, et en plus on l'oriente sur des tirs un peu moins rentables. Donc ce qui fait que tout ça mis bout à bout, tu vois, au niveau de l'adresse autorisée, ils sont à peine dans la moyenne, mais sauf que ils vont gratter de la valeur sur ce jeu des possessions. Et donc même s'ils sont ils sont à peine moyennes en termes d'adresse concédée, si les adversaires n'ont pas autant de billes et de cartouches, de munitions face à eux, ce qui fait qu'on a la 2e défense de NBA en fait. Tout à fait. Et en plus, le personnel aussi, il matche bien avec cette idée-là, parce que, mine de rien, t'as énormément de longueur sur le terrain. T'as Franz Wagner qui fait 2,8. T'as encore une fois, pareil, Paolo Banchero qui fait 2,8. Gary Harris, il a pas tant joué que ça cette année. On peut se dire que c'est peut-être, avec Jalen Suggs, il y a moins de taille à ce niveau-là, mais en sortie de banc, t'as quand même des joueurs qui sont longs aussi. Anthony Black, qui a commencé quand même pas mal de matchs, il a cette longueur. C'est l'avantage aussi d'avoir un meneur de grande taille. Et je pense que ça a énormément joué. Et ce que tu disais, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dès le début de la saison, c'est le bon niveau des rotations défensives. C'était en place dès le début de la saison, tu vois. Et c'est assez rare de voir ça dans les 10 premiers matchs de l'année. Et là, finalement, le Magic réussit cette belle saison parce qu'il y a un énorme run dès le mois de novembre où il gagne. Alors, de mémoire, c'était quoi? C'était 11 victoires de suite? Je sais plus, mais en tout cas, ça faisait très longtemps que le Magic n'avait pas enchaîné autant de victoires, et notamment grâce à ce niveau de rotation qui peut paraître tout bête, tout basique, mais finalement, voilà, c'est pas si facile que ça, et c'est aussi, je pense, voilà, le fruit d'un travail où on a voulu stabiliser aussi un groupe. Et ça, c'est très important. À l'intersaison, on le voit, hein, il n'y a quasiment pas eu de mouvement, quelques départs et d'arriver avec des drafts, mais sinon, on stabilise le groupe. Et je pense que ça se sent que cette équipe est une vraie équipe.
justement. Et c'est pour ça que je suis aussi très, très optimiste concernant l'attaque de cette équipe dans la durée, parce que bon, c'est le truc le plus difficile de toute façon, hein, l'attaque à mettre en place. La défense, voilà, il y a un schéma qui est compris de la part de tous les joueurs. Il y a de la taille, il y a tout ce qu'il faut en fait pour que ce soit une bonne défense et c'est le fruit voilà d'une réflexion avec les bons joueurs, avec le bon coach pour tout simplement performer, et surperformer à ce niveau-là quoi. Donc moi ça a été un régal en tout cas en tant que fan du Magic, je me suis vraiment régalé sur cette partie du terrain. Ouais, et puis comme tu dis aussi, des joueurs draftés pour cette philosophie. Ça, c'est aussi un truc où on voit que l'équipe tourne bien. Tu sais, c'est un peu comme OKC qui vont drafter des joueurs qui sont capables de tout faire en sortie de dribble parce que c'est leur philosophie, beaucoup de drive et donc on a besoin de ça. Orlando, voilà, tu as parlé d'Anthony Black qui est rookie, mais on a très bien vu qu'il y a QI basket et notamment QI défensif, plus taille, longueur. L'attaque, bon, on en reparlera peut-être, mais défensivement, je pense qu'il y a un super potentiel. On peut remonter aussi Jalen Suggs, même encore plus, évidemment, Jonathan Isaac, pardon. Et Goga aussi, hein, Goga Bitadze, parce qu'on l'a même pas mentionné, mais finalement Oui. il a fait augmenter, je veux dire, le niveau défensif au niveau de la protection du cercle, parce que je pense qu'il est quand même un peu meilleur quand même que Wendell Carter Jr. Et sur le run, il a été vraiment très très important, Goga Bitadze. Oui, parce que le run c'est 9 victoires et c'est la période où il n'y avait pas Carter Jr. Ouais, c'est ça. En plus, mais c'est là aussi, tu vois, c'est un point que je répète de plus en plus, mais dans cette NBA où il y a toujours de plus en plus d'espace, en fait, c'est bien d'avoir un pivot défensif d'élite, mais on voit aussi, on remarque l'importance de plus en plus grande de ton escouade de périmètre, de ta profondeur d'aile et de ton activité dans le périmètre, parce que comme il y a plus d'espace à gérer, en fait, ça dépend de ça aussi, quoi. Et Orlando, on voit qu'ils n'ont pas un pivot transcendant, mais comme ils sont tellement bons un peu partout ailleurs, il y a ce côté activité de périmètre, discipline, et etc., agressivité des schémas, qui est en fait tout aussi important en un sens et qui permet d'être une défense d'élite. Donc en effet. Voilà pour la défense, on peut donc avancer si tu veux bien. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ce Orlando Magic 2024 ? Mais je vais rester sur la défense. Ouais. On est quasiment sur la même chose, mais mon chiffre, c'est 16. Ouais. Alors, c'est en rapport avec ce qu'on vient de voir. Est-ce que tu vas trouver ? 16, non, le nombre de... Non, une fréquence de tir au panier, non, je sais pas. Non. En fait, c'est le nombre de matchs où le Magic concède moins de 80 tirs. Ah. Donc le jeu des possessions. Voilà, le jeu. En fait, voilà, je voulais continuer à accentuer un peu là-dessus parce que finalement, c'est peut-être la chose la plus intéressante avec cette équipe. Enfin, c'est énorme de se dire qu'il y a quand même il y a 16 matchs où les adversaires ne prennent même pas 80 tirs en NBA, quoi. C'est quand même un chiffre qui laisse rêveur, surtout que la moyenne de la ligue c'est 88,9 de tirs tentés. Ouais. Le Magic est premier dans ce domaine, du coup 84,9 tirs concédés par match. De loin, enfin, cette équipe domine dans ce facteur, enfin, ce domaine du jeu. Et juste pour je vais pas être trop long non plus, mais tu parlais des défenses, notamment en stunt et tout ça, le fait de concéder pas beaucoup de 3 points sur les close-out. Voilà, j'avais noté aussi que les gars sortaient vraiment très très fort pour éviter ces tirs à 3 points. Et sur ce point, voilà, je trouve qu'il y a deux joueurs qu'on parle souvent d'eux en fait sur le niveau offensif, mais Franz Wagner et Paolo Banchero sur ça sont bons. Et pour souligner aussi peut-être le niveau qu'aurait pu avoir, enfin que peut avoir un Franz Wagner en basket FIBA. On l'a vu là avec l'Allemagne. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur de son équipe sur le tournoi. Il réalise 2 interceptions par match, souvent grâce à ses positions d'aide en stunt, où là, tu vois, avec moins d'espace à couvrir, il est encore plus létal. Et je pense que c'est vraiment, comme tu l'as dit, voilà, la force du Magic, c'est ça, c'est cette longueur-là. Comme ils arrivent à réduire l'espace du terrain grâce à leur longueur, à leur activité, à leur intelligence de jeu. Enfin, pour moi, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment souligner de la part du Magic. Et une petite stat aussi peut-être un peu drôle, c'est aussi c'est la 8e équipe en nombre de passages en force provoqués, et notamment grâce à Mo Wagner, qui est le 4e de la ligue dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est vraiment une défense intelligente dans tous les aspects en fait de la défense. Quand on peut parler, tu vois, récemment,
bah, justement, tu parlais de Reverse Basket Session. J'ai écrit un article sur le dernier MOOC qui est sorti sur la défense, justement sur le basketball IQ en défense. Tu vois, on parle souvent de QI basket en attaque, mais QI basket en défense, comment ça se matérialise, bah, notamment par ces fautes provoquées, tu vois, et sur ça, bah, le Magic est aussi bon, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment une équipe qui est très bonne dans tous les aspects de la défense. C'est pas pour rien si tu prends un peu les leaders historiques de cette catégorie du genre Kyle Lowry, Marcus Smart, bah c'est que des QI défensifs hyper élevés, quoi. Parce que il y a un aspect dans le QI basket, mais en fait ça va dans les deux sens. Mais si t'es capable de faire des passages en force ou des interceptions, en fait c'est que t'es capable de comprendre le mécanisme de l'attaque en face et du coup pour pouvoir t'imposer et de court-circuiter tout ça, quoi. Donc ouais, évidemment il y a ce côté QI basket hyper intéressant. Après c'est vrai que alors on dit beaucoup de bien. Et parce qu'il faut, et parce qu'ils sont élites. Il y a un aspect, mais qui est même pas forcément une faiblesse pour moi, c'est aussi une conséquence du style de jeu, c'est les lancers francs, en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, peut-être que pour des fans d'Orlando, ça peut être assez frustrant, et je peux comprendre. Après, je pense qu'il y a aussi ce truc où la défense, je pense que le mythe de la défense qui peut être première dans tous les domaines statistiques ou dans tous les domaines du jeu, c'est pas trop possible. Et c'est vrai que en général, quand tu as une défense agressive, du genre Nick Nurse à l'époque, du genre là Orlando ou des équipes comme ça, bah, en fait c'est un peu un compromis de si t'es bon au turnover et si t'as des schémas extrêmement agressifs, forcément qui reposent sur des rotations, sur boucher l'espace en mouvement ou ce genre de choses, bah, forcément que ça augmente un peu ton curseur, ton risque de faire des fautes aussi, contrairement à l'inverse où avec une défense très traditionnelle, très conservatrice, avec un défenseur de drop, chacun reste collé à son shooter à 3 points, par exemple les Blazers de Terry Stotts à l'époque, bon ben voilà, tu commets très peu de fautes, mais en même temps parce que t'es très peu actif off-ball, donc il y a moins de mouvement, il y a moins de risques. Donc je voulais quand même le citer, mais aussi pour expliquer que enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est pas forcément un énorme malus, même s'il y a toujours moyen de faire mieux, mais c'est aussi un compromis assez normal de, si t'as une défense qui bouge beaucoup, il y a aussi ce risque aussi parfois de faire des fautes, et c'est pas non plus si catastrophique que ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, pour certains joueurs, je trouvais qu'il y a aussi le manque d'expérience qui joue. Tu vois, par exemple, Anthony Black, sur ça, j'avais trouvé très naïf sur certaines séquences où il pouvait sauter bêtement sur des feintes, où il faisait des fautes un peu bêtes, hein, tu vois, sur les tirs. Et oui, c'est quelque chose aussi que j'avais noté, ouais, parce qu'ils sont seulement 24e hein, sur ça, sur le free throw rate. Donc ouais, c'est sûr que c'est aujourd'hui une faiblesse. Je pense que ça peut diminuer un peu avec l'expérience. Voilà, je te parlais d'Anthony Black, mais même Paolo Banchero, des fois il fait des fautes assez bêtes, même si il est relativement propre. Enfin, je trouve qu'il est relativement propre en défense, mais il a eu un mauvais run en janvier où il commençait à faire beaucoup de fautes sur ça. Et je pense aussi que le fait que le Magic ne soit pas une franchise qui est vraiment très au niveau de la notoriété, ils vont pas être avantagés. Tu vois, par rapport à certaines équipes, et je pense que ça joue aussi. Ce chiffre peut jouer aussi par rapport à ton taux de notoriété, même des joueurs. Et là, clairement, le Magic devra lutter contre ça encore de nombreuses années. Donc, ouais, je pense que ça passe aussi par un peu plus d'expérience, un peu plus de malice sur ces actions-là. Et oui, mais en tout cas, on voit que c'est pas un facteur qui est handicapant vraiment pour la défense. À moins que tu sois les Timberwolves qui sont le meilleur des deux mondes parce qu'ils ont et Gobert et une défense de périmètre fabuleuse. En fait, ils arrivent à faire les deux, mais c'est une des seules de l'histoire un peu récente qui sont capables d'être élites sur à la fois les fautes provoquées, enfin le très peu de fautes provoquées et beaucoup de turnover et beaucoup d'activités. Mais alors, tu parlais du côté médiatique pour les fautes. Il y a aussi le fait que est-ce que tu es arbitré par Scott Foster ou il y a plein de facteurs en effet qui entrent en compte. Mais non mais tu fais bien, pardon, blague à part. Tu fais bien de séparer deux fautes. On va dire qu'il y a les fautes un peu de schéma où tu peux pas attendre à ce que la rotation depuis le côté faible elle soit parfaite à chaque fois parce qu'il y a du mouvement. Mais après c'est effectivement il y a des fautes d'indiscipline peut-être un peu plus individuelles. Et ça tu peux largement l'améliorer. Je sais pas d'ailleurs si tu avais des stats plus tard sur Anthony Black, mais sinon tu peux nous en parler maintenant. Est-ce que tu avais des trucs en réserve, mais présente-nous un peu ce profil rookie un peu défensif.
Ouais, alors juste, j'ai parlé d'Anthony Black, mais Suggs aussi, son défaut en défense, c'est ça aussi. C'est Ouais. qu'il fait énormément de. Bah, il est tellement dans l'énergie, mais après, comme tu dis, c'est aussi le revers de la médaille, quoi. Quand tu es hyper agressif, c'est sûr que tu vas être un peu vulnérable sur ce point. Pour revenir sur Anthony Black, bah, en fait, c'est un rookie qui a été. Son profil, c'était le profil connecteur. C'est comme ça qu'on l'a vendu. Ouais. C'est comme ça, moi, qu'on me l'a vendu. Donc, moi, ce qui m'a plu, en fait, dans sa première saison, c'est qu'à partir du moment où il y a eu des blessures, Markel Fultz, il a commencé. Il a commencé. Alors, je peux pas te. Attends, je vais regarder quand même ses stats parce que je me rappelle plus de. 33 titularisations sur 69. Et ouais, entre le 11 novembre, apparemment, et janvier. Voilà, il a été titulaire sur cette période, quoi. Voilà, et je trouve que ce qui a été une belle surprise, c'est finalement son niveau d'adresse à 3 points. Parce que c'était une de ses faiblesses qui ont été soulignées lors de sa draft. Et sur le début de saison, il a quand même été adroit sur les tirs qu'il avait, parce qu'on lui donnait des tirs forcément. Et il les prenait, il les mettait sur le début de la saison. Et au fur et à mesure, il a eu moins de temps de jeu parce que l'effectif revenait à la norme. Les joueurs qui étaient blessés étaient revenus, que ce soit Gary Harris ou Markel Fultz. Donc il a disparu peu à peu de la rotation. Mais en tout cas, voilà, en attaque, très peu de responsabilités finalement. Il avait la miette, c'est pas ce type de meneur, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'en Summer League, c'est lui qui a le plus gros temps de jeu, et on l'a vu un peu plus dans la création. Mais c'est sûr que sa création, elle va dépendre aussi de son niveau de dangerosité en attaque. Et c'est quelque chose qu'il est en train de développer, je pense. Et le Magic prend le temps avec lui. Voilà, je pense qu'il faut pas se précipiter non plus avec lui. Il faut aussi comprendre que quand tu as des joueurs sous contrat, l'année dernière, Markel Fultz, c'est logique en fait que le Magic veuille aller au bout du projet, voire même si on savait plus ou moins qu'il allait pas rester. Tu tentes le truc jusqu'au bout. Donc, pour moi, ça a été vraiment une première année positive, même si ces chiffres ne sont pas dingues. Voilà, en tout cas, défensivement, il match complètement avec ce que veut faire le Magic. En attaque, on en parlera peut-être aussi après parce que c'est une équipe qui est vachement dépendante de Paolo Banchero, de Franz Wagner. C'est quelqu'un qui a des miettes et qui finalement devra vraiment développer son jeu off-ball, même si c'est un excellent joueur sur les coupes. C'est un joueur qui est déjà intéressant sans ballon, mais je pense qu'il va devoir développer ça encore plus pour pouvoir gratter des minutes dans cette équipe du Magic qui semble être très dépendante de Banchero et de Franz Wagner. Je suis tombé là sur le fameux site NBADraft.net qui a toujours des comparaisons très rigolotes. Pour eux, la comparaison NBA à l'époque de la draft, c'était un mélange entre Josh Giddey et Steve Smith. Voilà, donc deux joueurs au profil extrêmement différents. Non, mais c'est en gros, c'est un jeune meneur l'avantage, c'est la taille en fait, 6'7". En mesure américaine, j'ai pas la traduction française. Il fait quasiment 2 mètres. Ouais, voilà. Donc c'est quand même un grand meneur et un peu un profil défenseur plus passeur en fait. Ce truc-là. Et en effet, tu as parlé du pourcentage à 3 points. Il est à quasiment 39 ou 40% sur cette année sur un petit volume. Bon. Il est probable que ce soit un peu une surchauffe parce que petit échantillon et parce que voilà, un peu côté aléatoire, parce que de l'autre côté, tu mets ça en parallèle avec les lancers francs, il est à peine à 60%. Aïe, ok, tu recoupes avec son historique en carrière, il shootait pas bien non plus à la fac. Enfin bref, c'est pas un shooter. Donc je pense, il faut pas s'attendre à ce qu'il soit un mec à 40% en carrière, hein, évidemment. Mais disons que il y a un scénario qui est même pas idéal, qui est juste le scénario peut-être minimum de top défenseur, plus un petit catch and shoot à 3 points, plus un peu de passing, de fluidification, et ça nous fait un joueur très sympathique. Et puis après, tu auras peut-être le potentiel un peu plus idéal du développement, qui est un peu plus de création en fait, création en termes de passe, création en termes de scoring, un peu plus sur du drive, avec pourquoi pas un petit pull-up. Voilà, c'est un joueur hyper intéressant, et lui aussi, tu parlais de Mo Wagner et les passages en force, mais lui... on sent directement le côté QI basket et instinct un peu naturel pour le jeu. Et ça fait du bien, quoi, je trouve. Ça fait du bien. C'est ça. Et en attaque, il est aussi pénalisé par le fait que l'équipe joue très peu de transition, finalement. Ouais. Alors que c'est un joueur qui, lui, pour le coup, peut être vraiment bon en transition. Et là, les comparaisons avec Josh Giddey, ça peut se comprendre pour le coup. Mais c'est vrai que le Magic court pas beaucoup. C'est pas une équipe qui va chercher à marquer beaucoup de points sur transition. Il sort de Arkansas, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois. C'est ça.
Il était beaucoup aimé par les hipsters de draft pour le QI basket, justement. Mais ok, alors, après avoir parlé longuement de la défense, je vais donner ma deuxième stat du jour. On va parler un peu d'attaque, alors. Puisque moi, j'avais deux chiffres, 2 en 1. J'avais 1 et 27, puisque c'est la fréquence de tir au panier, numéro 1 de NBA, et la fréquence de tir à 3 points, 27e sur 30. Donc on est aux deux opposés du spectre, hein, finalement. Et bon, il y a un aspect qui est génial, c'est la fréquence au panier, évidemment, parce que c'est les tirs les plus rentables du basket. Donc avoir beaucoup de lay-up et de tirs au panier, c'est génial. Ils ont beaucoup de volume, on va dire. Premier en fréquence, 14e en efficacité, mais bon, vu qu'il y a le volume, ça c'est quand même pas mal. Plus on rajoute au volume, 4e aussi au lancer franc, hein, on provoque beaucoup de fautes en attaque, donc ça rentre aussi là-dedans, parce que pour moi, les lancers francs, c'est quand tu vas au panier aussi, plus les rebonds offensifs aussi, je crois qu'on a un peu évoqué, mais ils sont aussi 7e en termes de rebonds offensifs, donc là encore, ça se passe au niveau du panier. Donc, on va dire qu'au panier, ça se passe très bien pour Orlando. Mais le problème, c'est que c'est le spacing, en fait. Hein. Je pense on est obligé d'aller là-dessus, parce que non seulement ils ont des chiffres, la fréquence de 3 points est assez faible, 27e sur 30, l'efficacité aussi, 25e, donc on n'est même pas sur un cas de, je sais pas, mais je crois qu'on a parlé des Lakers récemment qui prennent pas beaucoup de 3 points, mais quand ils les prennent, ils les mettent, parce qu'ils ont quelques bons shooters. Le Magic, j'ai pas l'impression que ce soit complètement ça, on a vraiment peu de shooters et peu de bons shooters en plus. Donc voilà, et puis le problème, c'est que ça vient un peu interférer avec sans doute peut-être le bon déroulement de l'attaque, mais aussi peut-être le développement de certains joueurs, parce que typiquement des joueurs comme Banchero, Franz Wagner ou autres, en fait, tu as envie qu'il y ait un spacing génial pour qu'ils puissent évoluer là-dedans, quoi. Et peut-être que, sans doute pour moi, c'est un peu l'obstacle numéro 1 pour l'instant à l'attaque, c'est qu'on a très peu d'espace, en fait. Ouais. Oui, bah c'est sûr que c'est le plus gros problème de cette équipe. Et quand tu parles de spacing, alors moi, ça me perturbe toujours un peu quand on parle de spacing, parce que pour moi, le spacing, c'est vraiment du côté de l'attaque, tu vois. Ouais. Tu peux avoir un bon spacing sur le terrain, mais le fait que les défenseurs te respectent pas, ça fait un mauvais spacing. Ouais. Et c'est pour ça que ça me perturbe tout le temps quand on différencie pas les deux notions. Donc le spacing du Magic, en termes de positionnement, il est correct, voire bon, comme quasiment toutes les équipes de NBA. Mais le problème, effectivement, c'est le fait que les joueurs soient pas respectés. Et du coup, ça crée des problèmes de spacing pour justement avoir ces espaces-là à attaquer. Parce que après, ce qui est bien avec le Magic, c'est qu'ils ont conscience de leur faiblesse. Ils vont pas chercher à tirer énormément à 3 points. Mais du coup, c'est le problème, voilà, c'est toujours la même chose. C'est comment faire en sorte que ta défense te respecte, la défense adverse te respecte un peu plus. Alors, il y a des schémas avec, il y a quasiment toutes les équipes de NBA qui jouent maintenant des actions en 5-out avec des zoom action, avec ces fameux main à main où tu sors le poste 5, tu lui donnes la balle et tu essaies de te créer de l'espace comme ça. Le Magic en joue, des actions comme ça. Mais c'est juste que derrière, il y a trop de joueurs qui ne sont pas respectés dans cette équipe et finalement, sur certains matchs, tu es quand même vachement dépendant de ton adresse à 3 points. Et on parlera tout à l'heure, je pense, de Franz Wagner, parce que ça fait partie aussi de mes stats que je voulais ressortir. Mais son adresse cette année a été catastrophique. Donc c'est vrai que c'est difficile, quoi. Ça a été difficile à ce niveau-là. Mais encore une fois, on est sur une équipe qui est très jeune, qui est en reconstruction. Et j'ai beaucoup aimé en fait le fait que Jeff Fettman justement le dise, publiquement, que on n'est pas pressé en fait. On n'a pas besoin de recruter n'importe qui juste pour avoir du shoot en plus. Et en plus, t'as pas recruté n'importe qui. T'as recruté le meilleur 3&D de NBA, donc c'est pas n'importe qui en plus. Tu parles de qui? KCP. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais pour le coup, tu vois que, ça c'est après tous les fans du Magic aimeraient qu'on recrute tous les meilleurs shooters, mais c'est vrai que tu peux pas trop, on parle toujours de concéder certaines choses pour être meilleur dans certains domaines. Je pense que le Magic perdrait plus à perdre justement ces bons défenseurs pour du shooting pur. Alors en plus, comme tu le dis si bien, si souvent, il y a une part d'aléatoire aussi dans le tir. Donc même un excellent shooter, t'es pas à l'abri qu'il fasse une off-season, quoi, à ce niveau-là, tu vois. Donc une saison complètement ratée. Ouais. Non, mais il y a aussi les vases communicants, comme on dit à chaque fois. C'est pas aussi magique, pardon pour le jeu de mots. C'est pas de la magie de on rajoute des shooters et puis ça va mieux, parce que
si tu mets à la place des défenseurs et des joueurs que tu les remplaces par des shooters, à moins que tu aies un budget illimité et que tu puisses acheter des shooters qui savent défendre, mais si tu mets que des shooters, mais à quel point tu vas pas aussi le payer de l'autre côté. Et donc finalement, c'est un peu, les deux sont liés, quoi. Tu peux pas juste rajouter un truc et dire, on met un Buddy Hield, et puis comme ça règle le problème du spacing. Oui, ça peut régler ça, mais à quel point, comme tu dis, t'as pas le compromis de l'autre côté, et à quel point est-ce que t'es moins bon en défense aussi. Donc c'est tout le jeu, et globalement, on est encore en début de cycle, donc c'est pas du tout inquiétant, etc. Mais de facto, en tout cas, on a une équipe qui a pas beaucoup de profils, qui sont des shooters soit au volume, soit à bonne efficacité, soit les deux. Et c'est peut-être même l'inverse, hein, parce que tu parlais de Gary Harris qui a pas non plus énormément joué cette année en termes de comparé à l'an dernier ou autre. Gary Harris c'est peut-être le meilleur shooter, 37% cette année, et on le connaît, il peut flirter entre les 37-40%. Carter Jr. aussi, 37 cette année. Jalen Suggs fait une grosse année aussi, donc en plus sur un plutôt bon volume, mais on verra si ça se maintient. Mais c'est vrai qu'après ça, après ces trois noms, pour moi, on a que des mecs qui soit sont des shooters à petit volume, soit sont pas efficaces, soit les deux. Donc voilà, c'est aussi la construction de l'équipe qui fait ça. Mais comme dit, on peut pas inventer et faire croire que non, tu rajoutes un shooter et puis ça règle tout. Non, c'est une question de comment est-ce qu'on intègre ce shooter, est-ce que ce shooter est viable en défense, etc., etc. Et c'est pour ça qu'un KCP coûte aussi cher. C'est que c'est un shooter mais qui défend, donc forcément pour avoir les deux, ça c'est des tarifs plus élevés que simplement aller chercher Doug McDermott au minimum, quoi. Mais c'est ça, en plus, comme tu dis, je pense vraiment que c'est le profil parfait pour le Magic, quoi. KCP, après, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri qui sorte un 34 ou 33% l'année prochaine, mais ça peut arriver, mais ça fait partie du jeu aussi, quoi. Tout n'est pas, on n'est pas sûr, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut pas s'alarmer. Faut pas s'alarmer par rapport à ça. Et le joueur qui peut changer énormément de choses, c'est Franz Wagner. Mais malheureusement, est-ce qu'il va pouvoir tourner régulièrement autour de 37%, ce qu'il avait fait sur les 2 premières saisons, je crois qu'il était aux alentours de 36%. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué, 28%. Ouais. Comme tu commences à le dire, en fait, dans le spacing, il y a aussi une notion d'animation. En fait, c'est pas que des shooters, il y a aussi le spacing. Tu peux aussi l'animer avec du mouvement, par exemple. Et c'est là où je trouve que le shoot est d'autant plus primordial pour la suite, c'est que je trouve que tactiquement, c'est pas mal aussi quand même, le Magic. Je trouve que ça développe des bons sets, etc. T'as parlé des zoom action, des actions en delay ou autre. Voilà, tactiquement, il y a aussi des trucs très sympas. Et c'est pas pour rien d'ailleurs s'ils sont premiers au panier, c'est qu'ils arrivent à libérer quand même tout de même des lignes de drive ou autre. D'ailleurs, même si paradoxalement, c'est pas que des drives en fait, le nombre de tirs au panier, parce qu'ils sont que 18e en volume de drive, 18 sur 30. Mais pour comment est-ce qu'ils compensent, c'est parce qu'ils sont élites au niveau des cuts, justement. Le nombre de possessions terminées sur des cuts, donc en feu, voilà, cuts ou catch and finish, ou c'est un peu catégorisé comme ça sur NBA.com. Mais voilà, en gros, il y a cette idée aussi, je trouve que, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais en tant que coach en plus, mais je trouve que l'identité aussi offensive, en fait, il faut séparer un peu le résultat qui n'est pas là parce qu'il n'y a pas le spacing, et déjà aussi quelques schémas tactiques et autres, un peu de créativité qui est tout de même assez intéressante, en fait. Ouais, je partage ton avis. J'ai quand même quelques réticences. Enfin, ouais. Après, le truc, c'est que ça finalement, ça fait partie d'une logique de développement. Parce que justement, je l'ai dit, l'équipe va se construire autour de Paolo Banchero. Pour moi, il y a cette volonté de construire, de faire de Paolo Banchero ton hub offensif, en fait. Et Franz Wagner, ces deux joueurs-là, on le verra sur le usage percentage qui est quand même conséquent pour Paolo Banchero. Le but, c'est que tu dois le développer, ce joueur. C'est quand même un joueur en sophomore, 2e année, et du coup, tu joues. En fait, c'est une attaque qui est lente, et pour moi, je trouve qu'il y a quand même des similitudes avec ce que veut faire les Celtics finalement, parce que t'as une recherche de mismatch aussi dans les actions que joue le Magic, parce que justement t'as plein de joueurs à mismatch dans cette équipe. T'as Bob Banchero, tu vois, pour un poste 4, il est quand même plus rapide que la majorité des postes 4, il est aussi costaud. Franz Wagner, pareil, il peut jouer des mismatchs contre quasiment tous les ailiers qu'il affronte, des arrières. Enfin, il y a cette volonté-là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est une attaque qui est lente parce que justement le jeu des possessions, c'est pas une équipe qui va prendre beaucoup de risques en attaque, parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement, c'est une équipe qui perd énormément de balles. Et tu vois, tu t'ajoutes du mouvement, de la prise de risque, ta défense, tu vas encore l'affaiblir d'autant plus. Donc,
il y a ce côté-là aussi et moi, j'échange beaucoup, énormément durant l'année avec des fans. Et les fans, eux, bien sûr, ils aimeraient avoir une attaque beaucoup plus flamboyante que ça. C'est vrai que ça peut être chiant de regarder le Magic pour l'attaque. Mais on l'a vu, les playoffs contre les Cavs, c'était une série qui était pas belle à voir au niveau de l'attaque. Mais c'est dans la boue, on va dire. mais voilà, c'est un peu des styles de jeu où finalement on est très très centré sur la possession, sur la recherche du tir le plus efficace. Mais quand t'as pas des shooters, c'est plus compliqué. Même si les Cavs, ils sont beaucoup plus de shooters que nous. Mais tout ça pour dire que finalement ça fait partie d'une construction d'une équipe qui a un style de jeu. Voilà, ce style de jeu lent, c'est une volonté, quoi. C'est pas parce que tu peux pas jouer plus vite, c'est parce que tu as envie de jouer aussi lent. Tu as envie de jouer sur demi-terrain parce que tu n'as pas trop envie de concéder des choses, notamment en transition. Donc voilà, ça fait partie d'une équipe en construction et je pense que ce chiffre, il va forcément, enfin, tu t'as pas centré autour de l'offensive rating, mais l'offensive rating, je pense qu'il va s'améliorer au fil des années. Pas de manière significative, on n'atteindra jamais ce que fait Boston, mais je pense que ça va, tu vois, ça va s'améliorer pour que le net rating il soit largement favorable, quoi. Aujourd'hui, il est de 2, je crois, du coup. C'est ça, ouais. Ouais, il est de 2. Je pense qu'il peut monter à 5. Tu vois, 5-6 pour le Magic. Je pense que ça peut garantir déjà un top 3 à l'Est, avec 5-6 de net rating. Donc, voilà, ça va se développer avec le temps, je pense. Tu regardes Minnesota, c'est un peu ça le modèle d'équipe aussi. Défense d'élite plus une attaque dans la moyenne, et ça leur fait un net rating qui est à 7, tu vois. Donc, tu peux être une équipe d'élite avec ce modèle, même si peut-être il y aura des problèmes après en playoff ou autre, mais pour moi, ça peut marcher. Mais comme tu dis, le problème pour l'instant, en tout cas, c'est que les joueurs sont espacés, mais sont pas respectés. Donc, de facto, la défense se resserre. Et non, mais autant le jeu des possessions qu'on a décrit en défense, il est parfait parce que tu t'es à fond sur le jeu des possessions et tu prives l'adversaire de possession en plus parce que tu verrouilles le rebond, et tu fais plein d'interceptions. Par contre, c'est vrai qu'en attaque, en fait, ok, t'es très bon toi pour aller chercher des deuxièmes chances, mais tu perds aussi pas mal de ballons en turnover, 24e sur 30 en turnover. Donc voilà, c'est un peu... l'attaque, c'est pas parfait encore, ce jeu des possessions. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ce Orlando Magic 2024 ? Mais écoute, je vais te surprendre. Je vais parler de Banchero d'abord. On parlera de Banchero après. Le chiffre qui ressort le plus souvent, c'est 1,08. Ouais. Son efficacité générale, non ? Ouais, de Paolo Banchero avec quasiment 31% d'usage, percentage. C'est évidemment, c'est faible. C'est faible pour le joueur phare de l'équipe. Après, c'est un joueur qui est jeune, 21 ans, deuxième année, dans la ligue. C'est vrai que sa qualité de tir, elle peut poser problème. Enfin, la qualité des tirs qu'il prend et la qualité de son tir de manière générale. Parce qu'au niveau des lancers francs, voilà, il fait pire que sa première saison. Alors, je sais pas si toi, t'as les stats sous les yeux. Je crois que l'an dernier, il était un truc absolument phénoménal, de genre 20% de shooting foul percentage, qui est l'élite, 20% de fautes provoquées pendant des tirs. Je crois que ça a dû baisser genre à 15%, mais quand encore un score d'élite. 16,5 sur ça, je crois. Voilà. Ouais. Mais donc ça compense quand même bien l'adresse, le fait qu'il ait des lancers francs, qu'il soit une machine à lancer francs, quoi. Après, sur ça, tu vois, ce que je trouve aussi, ce qui fait ressortir un truc, sur ça, c'est qu'il a mis seulement 18,7% de N1, tu vois, sur ces fautes-là. Et pour moi, ça traduit aussi un joueur qui au niveau de la finition, est vraiment pas bon. Tu vois, aujourd'hui, pour une superstar, ce qu'il va devenir, ce qu'il est en train de devenir, c'est très très faible. Je trouve. Je pense que tu en avais parlé aussi de justement son manque de toucher. Son manque de toucher, ça, ouais. Pour moi, sur les tirs près du cercle, pour moi, c'est criant. C'est criant. Vraiment, il a pas beaucoup de toucher. Il joue vraiment sur son physique. C'est principalement
comme ça en fait qu'il veut finir ses actions. Et je trouve qu'il gagnerait justement à essayer d'être plus dans la malice, par exemple, d'un Franz Wagner qui, lui, n'a pas les mêmes qualités athlétiques, mais par contre, il maîtrise complètement tout ce qui est Eurostep, tu vois, le changement de rythme sur l'attaque du panier. Et Paolo Banchero, c'est quand même assez brut quand il attaque le panier. Et c'est vrai que bah, tous ces pourcentages au tir sont mauvais. À mi-distance, c'est 43%. C'est bien ça. Sur les longs tirs de points, c'est pas mal. C'est assez bien, mais on va dire que il faudrait si le Magic, avec le manque de spacing qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas suffisant en fait pour avoir voilà une attaque qui peut voilà prendre le pas, en tout cas énormément s'améliorer. Et je pense que voilà il devrait se rapprocher des 50%. Alors, c'est très c'est très compliqué, mais c'est surtout sur les mi-distances courts qui est en difficulté. Et ça, c'est aussi, tu vois, c'est les zones de flotteur, tout ça. Et là, il n'a pas une bonne efficacité sur ce tir. Et c'est un gars qui joue énormément quand même d'isolation. 14,9% de ses attaques en isolation pour une réussite de 0,89 points par possession, enfin point par tir sur ce type d'action. 0,89 ? Ben moi, j'ai ça comme stat. Non, parce que j'avais pas noté, mais du coup, je suis étonné. Ah ouais, c'est très très bas. 0,89, ouais. Bah, sur post-up, c'est du 0,91, alors qu'il joue 10% de post-up. Tu vois, ouais. C'est un mec qui manque de skills, je trouve. Mais malgré tout ça, il y a quand même un truc qui moi, me fait halluciner sur Paolo Banchero, c'est sa maturité, en tout cas sa confiance. On sent que c'est un mec qui a complètement assumé le fait qu'il va porter la franchise sur ses épaules. Et tu vois, ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Et là où j'ai perçu que Paolo Banchero, c'était peut-être ce gars pour le Magic, c'est l'an passé, tu sais, quand il fait la Coupe du Monde, qu'il joue contre l'Italie, alors qu'il est détesté, parce que du coup, il aurait pu jouer pour l'Italie. Il avait même fait des déclarations en ce sens-là. Et finalement, il est parti jouer avec les États-Unis. Et les mecs s'est fait troller tout l'été par les Italiens. Et ce jour-là, il sort un super match en quart de finale de Coupe du Monde. Et tu te dis, ouais, le gars a 21 ans. Il avait que 20 ans à l'époque. Tu te dis, il a un sacré caractère, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc qui est peut-être sous-estimé. C'est ça aussi dans le profilage, on va dire, de jeunes joueurs. C'est ce niveau-là de confiance en soi et ouais, c'est être le joueur d'une franchise, c'est pas évident. Il faut être bien câblé aussi au niveau de la tête et pour moi, c'est là où je suis le plus rassuré par rapport à Paolo Banchero et son avenir au Magic. C'est ça, c'est que c'est ce gars qui est quand même qui assume complètement ses responsabilités et on l'a vu en play-off d'ailleurs, hein, où pour des premiers play-offs, il sort une série qui est vraiment impressionnante pour un joueur de cet âge-là dans une équipe aussi faible. C'est vraiment un joueur qui malgré toutes ses faiblesses montre un potentiel. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, bien sûr, mais pour moi, voilà, c'est pas juste un potentiel. Pour moi, c'est vraiment ce joueur-là qui va pas décevoir. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je le perçois. Non, mais effectivement, le cas de Banchero est un peu, assez particulier pour le coup. Moi, je sais que j'étais un peu plus bas que la moyenne et je me faisais un peu taper dessus à l'époque. Mais parce que il y avait des comparaisons avec Carmelo Anthony. Et ce qui m'étonnait, c'est que pour moi, on pouvait pas avoir deux joueurs plus différents dans le sens où Banchero n'a pas du tout ce qui faisait la force de Carmelo. C'est-à-dire que pour son gabarit, Carmelo avait une vitesse d'appui phénoménale et un toucher de balle assez génial, quoi. Mm-hmm. Et Banchero, il a ni l'un ni l'autre pour le coup. Et surtout, il a du passing de très très haut niveau. Ça, on n'a même pas encore parlé du très bon côté, c'est le passing. Là où Carmelo, évidemment pas, quoi. Mais je trouve que, en fait, ça a toujours été un mec qui a eu beaucoup de volume au scoring. Et donc, si tu creuses pas trop en termes d'efficacité, que tu restes au point par match ou au volume, et effectivement, tu vois de gros totaux, 2 points par match, et y compris à la fac où il était très très mal coaché par Coach K. Bon, toi en tant que coach, tu peux pas en dire du mal, mais moi je peux dire que c'était très très mauvais là. La fin de Coach K, pas de spacing, encore moins qu'actuellement. Mais non, mais moi, alors ma stat du jour aussi, c'était un peu là-dessus. Moi, c'était 1,06. Ce sont ses points à partir, mais pas au général, mais sur drive, justement, sur du drive. Et pour dire, parmi les gros drivers, plus de 10
par match, c'est 46 sur 57. 46e sur 57, donc au niveau de tout à la fin, quoi, mine de rien. Au niveau de, tu vois, il est au-dessus seulement de mecs comme Terry Rozier, Kyle Kuzma, Fred VanVleet, Kate Cunningham. Bon, c'est pas très efficace. Je parle des points partis, hein, donc efficacité layup plus lancer franc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les lancers francs le sauvent beaucoup. Et c'est bien, hein, c'est bien d'aller chercher ces tirs-là. Mais si tu prends que l'efficacité en soi, par rapport à la discussion du toucher de balle que tu as entamé, c'est vrai que si tu enlèves les lancers francs sur des tirs en fin de drive et que tu prends juste l'efficacité, donc son field goal en fin de drive, 43%, c'est le 4e pire de NBA, là, carrément. Donc en effet, je pense qu'il y a un peu ce problème, et c'est aussi pour ça que j'étais pas fan, c'est parce que pour moi, enfin, pas fan, tout est relatif, hein, comme dit, mais en tout cas, je lui voyais moins de côté All-NBA First Team un peu évident, parce que ce toucher de balle, c'est un peu un truc qui va se répercuter un peu partout, sur cette précision, sur des drives, sur des jump shots aussi un peu. Mais voilà, c'est un joueur assez particulier qui, à mon avis, ne sera jamais une véritable force incroyable scoring, en tout cas pas de suite. Ça peut venir, ça peut venir, mais pour l'instant, tu vois, le toucher de balle, l'explosivité aussi, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un joueur qui est très puissant, mais qui n'a pas ce côté très vif, très pop, explosif. Donc ça, dans la création de décalage, c'est pas non plus, il n'a pas cet outil-là, en tout cas. Ce qui fait que, comme tu as dit, niveau efficacité générale, bon, tu prends les joueurs à gros volume, minimum 30% d'usage comme lui, il est 19e sur 19 parmi les très très gros volumes. Et si tu descends un peu le curseur à 25% d'usage pour prendre un peu tous les créateurs, on va dire 48 sur 53 en termes de classement d'efficacité, 48 sur 53. Derrière, il n'y a que Jordan Poole, absolument catastrophique, Jaden Ivey, Westbrook et Scoot Anderson, encore plus catastrophique. Mais bref, donc on est sur un scoreur qui est en progrès, mais la question que j'ai pour toi, c'est à quel point est-ce que toi, tu penses que si on rajoute un peu du spacing, on peut arriver à gratter petit à petit de la valeur, notamment sur ses drives? Je pense que déjà, ça va changer énormément de choses. Rien que KCP, rien que pour ça, je veux voir en fait. Parce qu'il a quand même un assist percentage de 25,4%, qui est, enfin, c'est très correct. Alors, le passeur Banchero, peut-être que je vais te surprendre, mais moi, il m'a déçu un peu. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus fort que ça. Je trouve qu'il a un court mapping qui est intéressant, mais pour moi, il est pas encore assez bon dans la manipulation de défense. Tu vois, j'ai l'impression que il a conscience, voilà, où ses partenaires sont, mais parfois il prend pas assez en compte tu vois, les schémas de la défense adverse. Et moi, je l'ai vu perdre beaucoup de ballons sur ça, parce que quand tu regardes que les highlights, tu te dis waouh, le mec, il est incroyable au niveau de la passe. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a énormément de matchs où il perd des ballons un peu bêtes sur ça, sans parler de son ball handling qui est, enfin, du coup, sa faculté à monter la balle, à dribbler, qui est pas complètement optimale parce qu'il perd quand même énormément de ballons, hein, Banchero sur ces phases-là aujourd'hui. Donc, pour moi, clairement, il y a un truc. Il a un truc à la passe. C'est clair et net. Mais pour moi, enfin, j'ai vu d'autres comparaisons avec LeBron qui m'exaspèrent parce c'est incomparable en fait. Même le jeune LeBron n'a jamais, enfin, le LeBron de 17 ans, de 16 ans, je pense qu'il est même meilleur que Banchero à l'âge où il a 21 ans. Donc, bref. Non, mais effectivement, il y a un côté où il est très très bon court mapping et vision. Et court mapping, tu vois, moi, c'est pas juste le côté à l'instant T où sont les joueurs, il y a aussi un aspect de. Pour moi, il a réussi à comprendre les mouvements et tu vois, il y a des passes à Duke j'étais hyper impressionné de je sais que le mec va faire telle rotation et donc mon coéquipier Mark Williams va glisser derrière et donc je vais glisser la passe. Donc tu vois, il y a une espèce de vision, mais pas que vision fixe à l'instant T, mais un peu un côté sur 2-3 secondes, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup, mais comme tu dis, on n'est pas encore au niveau de je peux faire des lectures hyper avancées. C'est un peu le quarterback qui a la bonne vision, mais c'est pas le quarterback à la Tom Brady qui il y a tel schéma en zone, du coup le défenseur va descendre, lui va remonter, et donc je fais cette passe alors que personne l'a vu. On n'est pas à ce niveau-là, on est d'accord, effectivement. Mais là où je suis moins vachement, je t'ai dit, optimiste pour lui, c'est qu'à plusieurs moments, enfin depuis l'année dernière, depuis son année rookie, je me dis mais en fait c'est un mec, peut-être que c'est un peu dur, mais qui sait pas jouer au basket, dans le sens où tu sens qu'il est brut sur plein de choses. Et son niveau pour un gars qui a pas beaucoup de basket, je le trouve phénoménal. Tu vois, pour moi en termes de fondamentaux, il y a plein de trucs, c'est sûr qu'il n'a pas vu, tu vois, dans sa formation. Et malgré tout ça, tu vois, il arrive
à un niveau décent au scoring, même si en efficacité c'est pas du tout ça, mais en volume, enfin ça fait quand même, enfin c'est 22 points, c'est 23 points de moyenne, c'est quand même vital pour le Magic, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis que lui il peut progresser, il a une marge de progression, je pense, qui est encore phénoménale. Après je te rejoins sur les craintes au niveau du tir, au niveau du toucher, c'est vrai que ça. Par contre, voilà, il faudrait peut-être qu'il tombe sur le bon entraîneur individuel qui lui fasse changer des choses au niveau de son toucher. Mais je pense que voilà, que le fait qu'il y ait plus de shooters, qu'il y aurait plus de shooters l'année prochaine, ça va forcément son niveau de passing, il va s'améliorer. Je pense que son niveau de scoring, il va s'améliorer. Forcément, il a que 21 ans. Donc moi, je vois quand même son plafond, en fait, j'ai du mal à voir son plafond. C'est ça le truc. Oui. Il peut s'arrêter très, très, très vite, tu vois. Peut-être que finalement, il est pas si haut que ça, son plafond, ou il peut être. Tu vois, pour moi, c'est vraiment le prototype du gars Sky is the limit. Vraiment, pour lui, je vois. À cet instant de sa carrière, je ne lui vois pas de plafond parce que je sais pas. Pour moi, c'est un gars qui sait pas encore jouer au basket. Tu vois, c'est un peu dur de dire ça, mais Oui. Non, mais tu lis de manière optimiste, dans le sens où c'est pas que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il est sur les circuits et on sait qu'il peut pas. Il y a un aspect, il est un peu encore en train de découvrir, et donc c'est peut-être qu'il peut encore l'apprendre, mais qu'il l'a pas encore fait. C'est un peu c'est ce ça. côté, la vision optimiste de il peut l'apprendre, c'est juste qu'il a pas encore appris, peut-être. C'est ça. Mais comment ça peut se développer? Parce que en même temps, tu vois, bah je vais reparler du coup de ce que fait le Magic en attaque. C'est une attaque qui finalement dépend beaucoup de lui. Je Ouais. trouve ça intéressant aussi de lui faire jouer beaucoup d'actions en pick and roll, beaucoup d'actions en isolation, pour justement qu'il se développe ça dans les réalités du terrain. Parce que finalement, la NBA, ce que tu peux faire en entraînement, ça matche pas ce que tu peux vivre justement, et avec des profils différents dans les autres équipes. Donc ça, je trouve que c'est intéressant que sur les premières années, tu fasses jouer beaucoup d'actions comme ça, que ce soit pour lui ou pour Franz Wagner, parce que justement, c'est aussi comme ça que tu prends de l'expérience et tu apprends à lire les défenses, tu apprends à justement ajuster tes moves. Aujourd'hui, je trouve pas qu'il ait des moves qui sont létaux. Il a son petit step back, son petit fade away qui peut être intéressant, mais il est pas, voilà, c'est pas le niveau de fadeaway qu'on peut voir de Kobe, même t'as parlé de Carmelo Anthony, tu vois. Je Ouais. pense qu'il dans le style, le Magic, je pense qu'il aimerait bien que Banchero soit aussi fort sur ses ISO que Carmelo Anthony, parce que finalement un mec qui touche beaucoup de ballons sur ses zones de jeu, pardon. Tu vois, c'est pas du post-up où lui il va demander la balle au poste, mais il va souvent prendre la balle un peu plus loin et dribbler et se mettre au poste, sachant qu'en NBA, le post-up, comment tu catégorises le truc, c'est très précis. Oui, Donc, c'est un peu flou, ouais. ouais, Ouais. donc en fait, il joue pas mal de post-up finalement, et c'est juste qu'il manque de move aujourd'hui, je pense. À mon sens, il manque de move, donc ça passe par, je sais pas, peut-être le bon entraîneur, et je trouve que sur ça, le Magic n'a pas encore cet assistant coach élite qu'il faudrait, tu vois. Moi, je suis pour garder Jamal Mosley, mais il faudrait un gars vraiment une sorte de pointure au niveau du shooting, tu vois. Un Chip Engelen, ça aurait été Ouais. parfait pour le Magic, mais bon, il est déjà pris malheureusement. C'est OKC qui a raflé la mise Ouais. sur le gourou du coach, Chip Mais il était là England. avec Team USA, je sais pas si tu as fait attention là au JO, il était présent Ah avec ouais? eux. Ouais, il était présent avec eux. Ah, mais c'est peut-être à cause de ça que Curry a mis des 3 points alors en finale. Ils C'est sont grâce à à ça. quasiment plus de 40% sur le tournoi, je crois, 45% sur le tournoi à 3 points, c'est juste Ouais. fou, hein. Mais bon, bref, toujours est-il que oui, pour Banchero, en fait, moi je pense que voilà, c'est un joueur de 21 ans. Je reste hyper optimiste. Voilà, pour moi, on ne connaît pas encore ses limites, sachant que lui, il s'est pris la période Covid en plein fouet, hein, de plein fouet, parce qu'il était hyper jeune, quoi. Et Ouais. c'est à cet âge-là aussi que tu développes vachement tes skills qui peuvent te servir pour ton début de carrière. Et lui, il a pas vraiment eu ça, quoi, finalement. Ouais, tu vois, d'ailleurs, moi je l'avais scouté beaucoup à Duke, j'avais vu des dizaines de matchs. On en avait parlé avec Alan Guillou. À l'époque, on a fait un podcast sur lui. Et lui, lui, il faisait beaucoup plus de scouting, hein. Moi, je m'y étais mis un mois avant la draft, j'avais binge-watché Duke. Mais lui, il disait que, tu vois, lui, il suivait les mecs depuis longtemps. Et il disait que par rapport à ça, au Covid et tout ça, mais en fait, tu regardes le Banchero de avant Duke,
c'était un profil déjà physique assez différent, même qui était un peu plus fluide, un peu moins costaud, mais plus fluide et un peu plus vif. Je dirais pas jusqu'à explosif. Et effectivement, il m'avait montré des images et tout. Et ouais, tu reconnais pas le même joueur. Donc, je pense qu'il y a aussi comment est-ce qu'on va le développer peut être aussi un point clé pour moi. Parce que tu vois, pour moi, 43% sur les longs 2, c'est bien. C'est juste que c'est un tir qui, si c'est ton régime principal de tir, c'est pas rentable. Ça, on est d'accord. Mais j'ai toujours eu un peu cette frustration mais arrête de te prendre pour Carmelo, alors que en fait, t'es tellement grand, t'as une mobilité, tu peux aller au panier. Et je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus en termes de développement. J'aimerais bien qu'il se développe plutôt comme un driver, un peu plus avec, comme tu dis, sans doute un peu de savoir-faire en fait, de technique et de savoir-faire, de comment jouer, comment le timing, etc. Pour se développer en termes de drive, sachant que le spacing va peut-être finir par arriver. Et puis l'autre aspect sur lequel je suis un peu déçu pour l'instant, c'est est-ce qu'on l'utilise de manière assez variée finalement, Banchero ? Parce que je comprends ce côté isolation, pick and roll, porteur de balle, et effectivement c'est un porteur de balle. Donc ça c'est bien que contrairement à Duke qu'il soit utilisé comme ça. Coucou Coach K. Mais non, mais moi j'aimerais bien le voir un peu plus aussi en poseur d'écran par exemple, ou alors sur des post-up mais un peu différents, un peu animés comme tu disais, mais ne serait-ce que le côté poseur d'écran et ensuite je peux rouler au panier, parce que le côté puissance et vitesse, un gabarit assez intéressant. Et ça, je me demande aussi à quel point est-ce que c'est pas parce que l'équipe est en début de cycle, donc tactiquement on l'a peut-être pas encore exploré, et puis aussi il y a peut-être pas forcément encore dans l'effectif un top porteur de balle, créateur-passeur, pour lui permettre de faire ça en fait. Et peut-être que quand on l'aura, ça va débloquer tout cet aspect qui sont des points plus rentables, plus faciles, qui pourraient très basiquement faire augmenter son efficacité, parce que tu l'envoies en tant que rollman sur pick and roll 3-4 fois par match, quoi. Bah ouais, non, mais là, je te rejoins complètement. D'ailleurs, là, j'ai sorti une vidéo justement sur Paolo Banchero Oui. où dans les. Je peux me permettre de te couper. Hein. Je dis à tout le monde d'aller la voir. Elle est excellente cette vidéo sur la chaîne de Frédéric. Allez la voir. Elle est vraiment très bien. Merci beaucoup. Mais du coup, je parlais justement de cette volonté que j'avais de voir Paolo Banchero plus en poseur d'écran plutôt que porteur de balle. Mais comme tu as dit, il manque ce gars-là. Il manque ce porteur de balle qui va justement générer des prises à deux, qui vont permettre à un short roll et justement développer tout le passing de Banchero, ou juste le roll classique qui va lui permettre de finir ses actions. Ce porteur de balle, il n'existe pas, et c'est pas finalement une surprise que l'efficacité de Paolo Banchero était beaucoup plus positive quand il y avait Joe Ingles avec lui sur le terrain. Et justement, il jouait ces actions-là. Et moi, les actions que je préfère, c'est les pick and roll avec Franz Wagner. Quand Franz a la balle et lui est le poseur d'écran, mais ça arrive très rarement. Je pense que voilà, si on le voit pas souvent, c'est vraiment cette volonté, je pense, prioritaire pour le Magic de le développer en tant que porteur de balle. Justement, il est jeune pour le faire grandir plus vite sur ces aspects-là, et je pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure que les options plus on aura d'options, plus le Magic aura d'options en attaque en tant que porteur de balle, plus là on verra Paolo Banchero, je pense, en poseur d'écran, sachant que moi sur la première année, je trouvais que c'était un très mauvais poseur d'écran. Ouais. Oui. D'un point de vue technique, c'était pas bon du tout, que ce soit sur l'endroit, les angles de pose d'écran, les angles d'écran, les moments, tu vois, le timing, c'est important aussi de savoir quand rouler, quand splitter l'écran, tu vois, sur ça, je le trouvais vraiment mauvais. Là aussi, c'est un savoir-faire en fait. Hein. Tu l'inventes pas. Voilà, c'est ça. Et le fait de jouer poste 5 avec les États-Unis l'année dernière à la Coupe du Monde, j'ai trouvé que du coup, il s'était amélioré parce qu'il avait joué pas mal d'actions justement en tant que poseur d'écran, et je trouvais qu'il avait été bon. Et ça s'est vu aussi sur le début de saison, mais bon, il a peu joué ce type d'action. Donc sur ça, voilà, j'ai moins de crainte. Parce que ça va venir au fur et à mesure, et c'est plus facile entre guillemets à développer que justement ton jeu en tant que porteur de balle sur les pick and roll. Quand vous récupérez Donovan Mitchell l'an prochain ou un truc comme ça, ça ira mieux. Alors, petite parenthèse pour finir au niveau de, vu qu'on est les stats de la saison, un peu fun fact, mais par rapport à l'impact de Banchero, tu sais, il y a les on-off qui existent. Donc le on-off, c'est avec et sans toi. En l'occurrence, il a un on-off de moins 9 points par 100 possessions avec lui et sans lui. Donc quand il est sur le terrain, l'équipe est moins bonne à hauteur de 9 points par 100 possessions. C'est un score, c'est le pire score de NBA parmi les gros volumes, etc. Bon, après, les on-off, faut toujours faire attention parce qu'il y a la notion de qui est ton backup. Et pour ça que je voulais un peu citer ça, parce que c'est en termes de fun fact aussi, mais qui sont les backups de Banchero ? On voit que en effet miroir,
il n'est pas à -9, il est à +9, c'est Jonathan Isaac, +9 de on-off, mais parce que, en fait, quand il est sur le terrain, la défense est à ce point encore plus terrifiante. Et l'autre côté, Joe Ingles aussi, qui a un on-off de +7, lui aussi, qui est un score d'élite, là où Banchero -9, c'est un score catastrophique. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est de net rating un peu général, enfin, en tout cas, on-off général de attaque et défense, mais si tu sais pas encore un peu plus attaque et défense, le on-off défensif de Isaac est à +8, le on-off offensif de Joe Ingles est à +8 aussi. Enfin bref, c'est un peu marrant, mais au-delà de ce côté fun fact, je pense qu'il faut aussi préciser que voilà, ces stats de on-off, faut y faire assez attention. Ça veut pas dire que Banchero a le pire impact de toute la NBA, ça dépend aussi de qui est ton backup, ça dépend de plein de choses finalement, mais tout de même, c'est vrai que sans aller jusqu'à dire qu'il n'a pas d'impact ou pas de valeur, je pense que de facto, il y a un peu ce truc où pour l'instant, l'efficacité le retient un peu vers le bas et je trouve qu'on n'a pas encore le rayonnement qu'ont d'autres superstars. Il a tout de même de la valeur et l'efficacité ne fait pas tout dans un profil, ça on est évidemment d'accord. Notamment, il y a le passing, il y a la défense qui est pas si catastrophique que ça, etc., etc. Et voilà, t'as le volume, ne serait-ce que le volume a aussi un certain aspect. Tu parlais de ça, le savoir prendre ses responsabilités, prendre les tirs, etc. Donc, bref, le on-off, c'était un peu pour le côté fun fact, parce que des chiffres comme ça, j'en ai jamais vu, avec des backups, un backup hyper offensif, un backup hyper défensif, et le pauvre titulaire. Mais je pense que la question se pose encore pour l'instant où, tu vois, moi je pense pas qu'en termes d'impact, je le mettrais déjà au niveau d'autres stars, en fait, de son calibre, en fait. Bien sûr, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il n'est pas à ce niveau-là. Ouais. Il n'est pas à ce niveau-là du tout, mais je trouve que justement les critiques, elles sont un peu dures. Parce que justement, enfin, je pense pas que ce soit, enfin, c'est pas ce qu'on revendique en tant que fan du Magic que Banchero c'est déjà une superstar. Je sais que certains le font peut-être, mais c'est pas, enfin, je trouve que justement cette stat de on-off, ça faisait partie d'une des stats que je voulais sortir aussi. C'est bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais oui, ça veut pas dire que Banchero est catastrophique à ce point-là, et c'est juste que ça reste un joueur de 21 ans. Ça reste un joueur qui est en plein développement. Et puis de toute façon, j'en parlerai un peu plus justement sur mon autre stade, parce que ça c'est en train de partir un peu dans tous les sens. Alors je peux te lancer justement, restons concentrés, je peux te lancer. Quel est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ce Magic 2024 ? Ok, du coup je peux sortir le différentiel de Jonathan Isaac, tu viens d'en parler, 9,6. En fait le truc c'est que Jonathan Isaac, c'est dans la rotation, c'est lui qui prenait la place de Paolo Banchero. Sur quasiment toute la saison, ça a été comme ça. Le premier joueur du 5 à sortir, c'était Franz Wagner. Et Franz Wagner, il jouait souvent avec le deuxième 5, qui était composé de Jonathan Isaac, de Mo Wagner, son frère, ouais, de Joe Ingles, et après, tu avais souvent Cole Anthony. Et en fait, le truc, c'est que défensivement, Banchero, il bénéficie pas de ce que peut apporter Jonathan Isaac. Ouais. Parce que c'est son remplaçant. Tu vois, donc déjà, ça influence vachement sa stat de on-off. Après, le truc, c'est que le meilleur porteur de balle du Magic, c'était Joe Ingles. Et finalement, Banchero, il jouait pas tant que ça non plus avec lui. Donc, il n'a pas bénéficié justement de ce que pouvait apporter Jonathan Isaac pour la défense du Magic. Et en attaque, il n'a pas pu bénéficier non plus de ce qu'apportait Joe Ingles, même si, bon, il a quand même joué des minutes avec lui. C'est juste que, voilà, je trouvais l'attaque du Magic beaucoup plus fluide quand c'était justement ce 5 des remplaçants, parce qu'avec Mo Wagner et Joe Ingles, tu avais déjà une source d'attaque qui pour moi était la meilleure, c'était le pick and roll entre Joe Ingles et Mo Wagner, parce que justement Mo Wagner, lui, il pouvait couper au panier, enfin rouler au panier, parce que Joe Ingles était quand même respecté et il a cette science du pick and roll. Hein. C'est un ancien maintenant, Joe Ingles. Il a l'habitude de jouer ses actions. Ça restait, pour moi, c'était clair. Tu vois, tu vois tout de suite la différence entre un mec qui a de l'expérience, qui a l'habitude, qui est bon dans ses phases de jeu, et un gars qui est en apprentissage. Et pour moi, quand Joe Ingles était sur le terrain en attaque, ça fluidifiait pas mal de choses. Surtout que tu avais Franz Wagner en plus, tu avais Jonathan Isaac qui justement en attaque, lui, il a eu aussi une bonne saison au niveau de l'adresse à 3 points. Donc, alors Jonathan Isaac à 3 points sur la saison. Si je te sors ça,
37,5 moi j'ai. 37,5 sur 2 par match. Ouais. Voilà, pour moi, tu avais ce truc-là, parce que quand justement le jeu à deux entre Mo Wagner et Joe Ingles était coupé, Joe Ingles, il pouvait trouver Jonathan Isaac, ou quand Mo Wagner était pris, par exemple, sur du short roll, enfin, quand tu le trouvais en short roll, il pouvait trouver ce Jonathan Isaac, donc, ou Franz Wagner. Donc, tu vois, ce deuxième 5 du Magic était vachement efficace. D'ailleurs, je crois que ça a été sur une bonne partie de la saison, ça a été le meilleur 5 qui sortait du banc. En tout cas, le Magic a eu le meilleur banc, je crois, en termes de scoring, je crois, en NBA. Et ça joue, enfin, forcément, ça joue sur ce différentiel on-off. Et c'est sûr que pour reparler de Jonathan Isaac, c'est un profil, on parlait de licorne. Défensivement, quand même, t'as peu de joueurs qui peuvent matcher ce que fait et ce qu'est capable de faire Jonathan Isaac, parce qu'il y a de la mobilité, il y a évidemment une envergure complètement folle. Et notamment, je sais pas, ceux qui ont vu, je sais pas si toi tu l'as vu, mais les duels avec Victor Wembanyama, pour moi, c'est vraiment quasiment le seul à pouvoir tenir ce match-up sur la longueur avec Victor Wembanyama, enfin sur l'envergure, tu vois. Oui, bien sûr. Pour moi, ce duel était vraiment impressionnant, et non, mais c'est sûr qu'il a changé énormément de choses, et le voir en bonne sauté, c'était, je pense, la chose que tous les fans du Magic voulaient voir, c'était Jonathan Isaac faire une saison sans grosses blessures, et ça a été le cas, et on a vu que finalement ça changeait énormément de choses. En play-off, Jamal Mosley avait essayé de le mettre dans le 5. Oui, il a joué pivot, ouais, entre guillemets. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Après, bon, voilà, c'est des coups qu'a voulu tenter un coach. Il a coaché, tout simplement. Il a tenté un coup de coaching. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Mais en tout cas, voilà, je pense que son meilleur rôle, clairement, c'est dans ce sortie de banc. Parce que, notamment, en face, c'est moins fort aussi. Il peut vraiment s'exprimer pleinement, et c'est vrai que j'aurais aimé le voir plus souvent avec Paolo Banchero. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une alchimie qui est hyper bonne entre les deux, pas parce que ils s'entendent pas, mais parce que sur le terrain, il y a pas encore, ils ont pas joué assez de minutes, ils ont pas joué assez de minutes ensemble pour qu'on sente vraiment une bonne alchimie entre les deux sur le terrain. Donc j'attends de voir, parce que c'est sûr que ça va changer, c'est sûr que les deux vont être associés plus souvent, enfin en tout cas j'espère. Pour voilà, en tout cas, voilà, le on-off de Banchero sera différent avec Jonathan Isaac sur le terrain, mais voilà, en tout cas, enfin, ce deuxième 5 du Magic m'a vraiment plu des deux côtés du terrain, parce que tu as un joueur qui finalement est ton meilleur défenseur qui sort du banc, et en attaque, tu as un mec justement sur les catch and shoot qui a été efficace, et qui était bon aussi sur les coupes. Lui, il a cette menace aérienne aussi. Il n'y a pas beaucoup de menaces aériennes au Magic, et lui apporte ça aussi en tant que poseur d'écran. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que Isaac, depuis le début du Covid, en fait, il a joué 13 matchs. Il s'était blessé en janvier 2020. Il a fait une rechute dans la bulle après 2 matchs, et après 11 matchs en 2023, je crois, si je dis pas de bêtises. Très peu. Ouais. Mais oui, en fait, 2 saisons blanches, et ça fait plaisir de le revoir, pardon, parce que quand en 2020, il se blesse au genou la première fois, on était déjà dans un niveau qui était assez extraordinaire, hein, défensivement. Il était parti pour faire une all defense, et donc là, sa première saison où il est à 58 matchs, donc c'est plus que 11 que l'an dernier, ou que 0 en 2021 et 2022. Et ouais, c'est un défenseur vraiment extraordinaire, quoi. C'est dommage que l'attaque soit pas si viable que ça, même s'il y a un petit shoot ou des trucs comme ça, mais on sent qu'il y a un peu des limitations par rapport à ça, au-delà des blessures. Mais tu vois, c'est un playmaker défensif extraordinaire. Il y a que lui en NBA qui est au-dessus de 3% de block percentage et plus de 2% de block percentage. Les deux critères mis ensemble, il y a que lui en fait. Hein. C'est un truc assez dingue, parce qu'il peut être pivot, il peut être sur des plus petits, il peut être ailier, l'activité off-ball, moi, comme j'ai dit cette saison, c'était le défenseur de l'année sur 20 minutes, quoi. Malheureusement, il joue pas beaucoup, mais quand il joue, c'est extraordinaire. Mais voilà, au moins ça fait du bien de le revoir, parce que c'est quand même un joueur assez dingue. Je crois que tu as une stat sur Franz Wagner pour tout à l'heure, donc je vais te la laisser, on en parlera tout à l'heure. Je vais partir sur 5, moi. 5, c'est le nombre de joueurs qui répondent aux critères suivants. Plus de 2000 minutes NBA, donc il n'y aura pas de Jonathan Isaac, hein. Plus de 2000 minutes NBA, parce que ce sont les gros temps de jeu, énorme temps de jeu. Plus de 2% de steal percentage, et plus de 1% de block percentage. Il n'y a que 5 joueurs qui répondent à ces critères. Nous avons SGA,
Herb Jones, Kawhi Leonard, Alex Caruso et notre ami Jalen Suggs. Donc voilà, c'était aussi pour un prétexte pour parler de ça, parce que on a parlé d'Isaac, un playmaking défensif, mais Jalen Suggs aussi, depuis sa position, je pense qu'il est devenu aujourd'hui un des ou je ne sais pas, ou en tout cas il est top 3 défenseur du point d'attaque, comme on dit. Donc la défense des meneurs ou arrières sur les lignes extérieures, avec un côté où c'est pas Lou Dort, il n'y a pas une puissance folle, mais il y a une flexibilité, une agilité assez dingue sur tout ce qui est navigation d'écran. Donc ça c'est extraordinaire, avec en plus un degré d'agressivité qui est très bon, même si on en parlait tout à l'heure, mais il y a peut-être parfois un coup en termes de faute évident, mais une agressivité qui est assez bluffante. Bref, je pense que la défense, on pourra en parler très longtemps et elle est fantastique, mais moi je voulais un peu plutôt te questionner et te poser des questions sur l'attaque. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'attaque? Parce qu'on rappelle que c'est un mec qui a été drafté très tôt, sorti de Gonzaga, justement pour ça, pour un peu un potentiel de créateur offensif. Là, c'est vrai que autant il a explosé défensivement, autant il a un peu, entre guillemets, régressé offensivement, ou en tout cas il a été mis dans un nouveau rôle, puisque en termes de pourcentage de paniers assistés, on est à 66%. Ce qui est énorme pour un meneur, et surtout ce qui est très loin de ses standards d'avant, des 2 premières années où il était autour des 45% de paniers assistés, et d'un coup on est augmenté à 66% de paniers assistés, donc plus de la moitié de son jeu maintenant est assisté et créé par autrui. Il est beaucoup moins créateur qu'avant, il est beaucoup plus typé 3&D, et surtout même, tu vois, les paniers assistés spécifiques au panier, c'est passé de 33%, donc 1 sur 3 à peine assisté, donc là, le reste qui est créé par lui-même, un score normal pour un meneur, hein, grosso modo, mais c'est monté de 33 à quasiment 60 pour cette année en termes, donc ça a presque doublé. J'exagère un peu au niveau des chiffres, mais voilà, c'est quand même un peu l'idée, c'est que même au niveau du panier, tu vois, il fait moins de drive, il y a beaucoup plus de cuts, on en a parlé, hein, de cet aspect de cut et de jeu sans ballon pour aller au panier. Le shoot cette année, très bonne saison, 41% sur un bon volume de 5 par match. Mais là encore, on voit que en fait, un énorme paquet sont assistés, donc on n'a même pas le pull-up à 3 points qu'on avait pu apercevoir à Gonzaga et sur lequel on pouvait miser. Et de l'autre côté, 36% sur les longs 2. Voilà. Donc le côté pull-up n'est pas trop là, même sur les longs 2. Bref, je te pose la question, où est-ce qu'on en est de Suggs avec ce côté défenseur d'élite, mais peut-être ça coince un peu en attaque, quoi. Ouais, pour moi, il a trouvé son rôle. Son rôle, comme tu l'as dit, 3&D. Je pense que aujourd'hui, comment l'équipe est construite, ça lui va très bien. Ouais. Alors, il faut savoir c'est lui qui est devenu, entre guillemets, le meneur de jeu de l'équipe. Parce que Markelle Fultz, même quand il est revenu, il sortait souvent du banc. Mais bon, voilà, aujourd'hui, voilà, son jeu est off-ball. Je pense que c'est un bon joueur off-ball. Faut savoir aussi que les saisons précédentes, lui, il n'a pas été épargné par les blessures, hein, malheureusement. Et cette année, il a pu enchaîner. Et il était en danger, hein, clairement. En début d'année, on se demandait quel meneur allait passer le cut. Et finalement, c'est lui. Il a été titulaire dès le premier match de la saison. Il a montré, en fait, je pense qu'il y a eu peut-être ce contrat entre Jamal Mosley et Jalen Suggs, passé avant la saison, où voilà, je pense que les deux se sont parlé et Jalen Suggs a compris son rôle, que ce soit en attaque ou en défense. Et en attaque, aujourd'hui, souvent j'entends les fans du Magic demander un porteur de balle, ce porteur de balle élite pour faire, pour que l'équipe soit beaucoup plus forte en attaque. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit la priorité et je pense pas que Jalen Suggs doit se développer là-dessus. D'ailleurs, je pense pas qu'il se développera là-dessus maintenant, dans cette équipe-là. Et pour moi, alors peut-être pas pour lui, mais pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, pour l'équipe, c'est une bonne chose qu'on ait ce gars-là. Parce qu'on a besoin de ce type de joueur-là pour accompagner un Paolo Banchero et un Franz Wagner qui sont les dépositaires du jeu du Magic et de cette construction, tu vois, de cette vision de Jeff Weltman. Pour moi, ça passe par ça. Tu vois, je parlais de mismatch. C'est logique, en fait, quelque part, que ces porteurs de balle-là soient des mecs grands, tu vois, soit des postes 4, des postes 3, et qu'on ait justement un poste 1 qui soit plus off-ball. Et avec Anthony Black, avec Jalen Suggs, c'est ces joueurs-là, tu vois. Le seul gars qui a un profil différent, c'est Cole Anthony. Et Cole Anthony, en termes d'efficacité, c'est pas du tout ça. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, Jalen Suggs, il a vraiment, voilà, je pense qu'il s'est épanoui dans ce rôle-là. Ça lui a enlevé pas mal de pression aussi, le fait de jouer dans ce rôle-là, plus off-ball en attaque, moins de responsabilités. Et en plus, il fait une super saison, quoi. Au tir à 3 points, comme tu dis, c'est le plus gros volume du Magic. Et c'est l'un des meilleurs shooters de l'équipe. Donc, pour moi, en plus, son tir, je le trouve vraiment bon.
Pour toi, c'est pas une surchauffe, tu veux dire, hein, c'est pour de vrai, alors c'est... Non, c'est forcément une surchauffe dans le sens où je pense pas qu'il va faire 40% toute sa carrière, mais en tout cas, son geste est fluide. Ouais. Tu vois, quand il rate, Ouais. c'est souvent, tu sais, ça fait gamelle. c'est souvent, c'est presque rentré. Donc enfin, forcément rassurant en fait. C'est rassurant parce que tu sens que le gars, il a plus cette pression-là de porter la balle. Il a ces responsabilités-là parfois de monter la balle, tu vois, d'une partie de terrain à l'autre. Mais en tout cas, le fait que voilà, qu'il ait plus ce rôle, en plus, c'est un excellent cutter, comme tu l'as dit. Ouais. C'est tout bénef pour lui. Il s'économise aussi quelque part en défense parce qu'on lui demande beaucoup en défense. Donc c'est parfait, mais malheureusement, ouais, le Jalen Suggs qu'on voyait en NCAA, on l'aura pas en NBA. Enfin, au Magic, on l'aura pas, c'est sûr et certain. Et du coup, je pense pas qu'on l'aura en NBA parce qu'une fois que tu es dans un rôle, c'est très difficile d'en sortir. Mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien et ça va peut-être être une superstar, un all-star dans son rôle-là qui est le rôle de 3&D moderne. Oui, et puis si la création offensive bloque un peu, c'est pas plus mal que finalement ils reprennent un rôle plus sobre, qui a plus de valeur que s'ils forçaient un peu sur un côté création en pull-up sans être bon, quoi. Là, finalement, on a un profil plus sobre, mais qui du coup est efficace. Bon, peut-être certains peuvent être déçus de devoir abandonner ses rêves de création, peut-être, mais comme tu dis, de l'autre côté, son nouveau rôle aussi, sa réinvention, elle a tout de même énormément de valeur, donc c'est tant mieux. Le seul problème encore pour moi, c'est peut-être les pertes de balles. Il y en a quand même beaucoup. Ouais. Tu vois, en termes de turnover percentage, on est à quasiment 14,5% sur des joueurs qui ont un plutôt pas mal de temps de jeu et un volume de responsabilité qui n'ont pas plus de 20%, mais moins de 20%. Donc j'ai filtré pour avoir les mecs qui justement n'avaient pas beaucoup de ballons. C'est parmi le 28e pire sur 144. Donc on est en haut du classement parmi les joueurs qui font beaucoup de pertes de balles alors qu'ils n'ont pas tant que ça de responsabilité pour le coup. Et si tu rajoutes aussi un critère de passing, donc on enlève ceux qui font des passes, donc ils prennent des risques, il est 12e pire parmi les mecs qui donc font pas trop de passes et perdent quand même beaucoup la balle. Bref, donc il y a peut-être un peu ce problème-là, mais voilà, belle réinvention en tout cas de notre ami Jalen Suggs. Le truc un peu drôle sur Jalen Suggs, je me suis fait la réflexion, c'est quand même un ancien quarterback. Et je trouve que pour un ancien quarterback, justement, au niveau de, tu vois, ce QI, tu vois, il fait ses prises de décision, quand même, des fois, me posent, Ouais. m'interroge tout simplement. Et tu vois, t'as donné ses stats de turnover, bah oui, c'est aussi pour ça qu'il porte pas plus la balle que ça. Mais des fois, je trouve vraiment tête baissée, tu vois. Enfin, il fonce dans le tas, et il décide après, tu vois. Il a pas ce côté j'anticipe, alors que pour un ancien quarterback, je trouve vraiment le truc surprenant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me... Ouais, effectivement. Oui, si, tout à fait. Et donc, je peux te lancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ce Orlando Magic 2024? Je vais peut-être parler de Franz Wagner. Vas-y. La stat, elle est toute bête, mais c'est son pourcentage de réussite à 3 points. La stat brute, du coup, c'est 28%. Ouais. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que il a un volume de quasiment comme Suggs, hein, de 4,5, il me semble. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on pourrait croire justement que c'est une année, parce que sur les 2 premières saisons, il était aux alentours de 36%, là 28%. Le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est en train de l'affecter mentalement. Tu vois, même sur le tournoi olympique, là où le bas blessé pour lui, c'était au niveau de son adresse à 3 points. Hein. Parce que pour moi, il a quasiment tout pour être même plus qu'un lieutenant de Paolo Banchero. Pour moi, ça va vraiment jouer l'alternance. Enfin, je trouve vraiment pertinent et intéressant en tant que porteur de balle sur du pick and roll. Je trouve qu'il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a il joue bien avec son corps. C'est quelqu'un qui est grand, 2m8, qui est assez mobile et qui justement maîtrise parfaitement ses tirs près du cercle, notamment grâce à son jeu d'appui. En termes de toucher,
c'est pas top non plus, hein. C'est pas top non plus. Je pense que c'est un peu meilleur que Banchero, mais c'est pas exceptionnel non plus. Le truc, c'est que vu qu'il est plus dans l'évitement, il provoque moins de fautes que Banchero. Et alors qu'il drive pas mal. Et le truc, c'est que si on fait de Franz Wagner le deuxième porteur de balle, il faut qu'il soit meilleur sur du pull-up notamment, tu vois. Et là, ça coince un peu. Là où il est bon sur pick and roll, c'est grâce au Gortat screen, tu vois. On n'en a pas beaucoup parlé sur le spacing, mais une des manières qu'a le Magic justement de contrer ces défenses qui trichent un peu en drop, c'est justement d'utiliser vachement le Gortat screen. Et Franz Wagner, il est vraiment bon pour attaquer. Juste pour dire, un Gortat screen, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est on fait un premier écran pick and roll et ensuite un deuxième écran plus loin dans la raquette pour essayer de bloquer le défenseur de drop justement et libérer un accès au panier, quoi. C'est ça. Et en plus, Gortat screen, parce que Marcin Gortat, ancien joueur du Magic. Exactement. Ah oui, qui était chez vous en plus. Oui, c'est vrai. Et oui, et c'est là-bas qu'il a commencé à faire ses Gortat screen. Et en tout cas, avec Goga, avec Wendell Carter Jr., on a vraiment des bons joueurs pour faire ses Gortat screen, même Maurice Wagner. Mais du coup, oui, je trouve qu'il a une panoplie qui est complète, mais voilà, sa réussite au tir, moi, elle m'inquiète vraiment. Et un peu comme Banchero, j'ai l'impression qu'il y a l'aspect mécanique aussi peut jouer, mécanique au niveau de son tir. Ouais. Sa mécanique est assez lente, tu vois, t'as l'impression qu'il faut qu'il y ait tout en place pour pouvoir tirer et moi j'aimerais bien le voir, tu vois, un peu à la manière d'un Dirk Nowitzki, travailler un peu plus de variabilité. Tu sais, Dirk Nowitzki, il travaillait avec ce gars là, Holger Gerschwinger, hein. Et c'est un mec qui prône justement, un Allemand qui prône justement cette notion de l'apprentissage différentiel, tu vois, au niveau du tir. Ouais. C'est finalement apprendre à tirer de différentes façons et au final, tu développes tellement de mouvements différents que tu trouves la manière de t'organiser pour marquer et sans être dans ta routine, tu vois. Et j'ai l'impression que Franz Wagner, c'est quelqu'un qui est très routinier. Tu veux dire un entraînement où tu diversifies les mouvements et les types de tirs, comme ça, la mémoire gestuelle, elle est plus complète, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que Franz Wagner, il est vachement dans sa routine, où le ballon, il faut qu'il aille vraiment, tu vois, au bon endroit, toujours au même endroit, tu vois. Et sur ses tirs, il est un peu court. Il a été très court cette saison. Et ça m'inquiète, tu vois. Je trouve pas que son tir soit hyper fluide. Et j'ai peur que, tu vois, lui, pour le coup, son plafond, il risque d'être... il risque d'atteindre son plafond assez rapidement si son tir, il se débloque pas, tout simplement. C'est vrai que 28% à 3 points, et en plus, je rajoute 32% sur les longs tirs à 2 points, on a eu une panne au jump shot. On peut le dire très, très simplement. Après, est-ce que c'est juste une panne, une anomalie, ça rebondir, ou est-ce que, comme tu dis, il est peut-être un peu plus profond? Je pense que c'est pas un jump shooter de base, mais je m'attends quand même à ce que ça devienne un peu mieux. T'as parlé de la mécanique, je voulais en parler aussi. C'est effectivement, la mécanique n'est pas géniale, mais ce qui me rassure, c'est que peut-être qu'en restructurant un peu justement le geste en soi, pour moi derrière il y a de bonnes fondations en termes de toucher de balle, et même tu vois le lancer franc 85%, plutôt bon indicateur aussi. Donc je pense que, comme tu dis, on est d'accord, on s'était pas concerté, mais en restructurant un peu ce côté mécanique, il y a peut-être un moyen d'aller chercher non pas un jump shooter d'élite, mais au moins un mec qui a un peu de respectabilité, au moins dans le périmètre et sur des pull-ups à 2 points. Ça serait quand même pas mal pour éviter que ça passe sous les écrans, etc. Donc voilà, il n'y a pas nos jump shots cette année, mais après, le bon côté, c'est que tu vois, tu prends l'efficacité générale, elle n'a pas tant chuté que ça par rapport à l'an dernier. Il était à plus 1%, maintenant il a moins 1% par rapport à la moyenne, mais voilà, c'est le même niveau d'efficacité relatif à la moyenne. Et pourquoi ? Parce que le jump shot, grosse panne, mais énorme évolution au niveau des drives, qui est très satisfaisante, et qui là encore, hein, tu parlais de sa taille, c'est un porteur de balle de très grande taille, et il s'en sert plutôt pas mal, je trouve. Donc là, il y a de quoi être satisfaisant, mais tu vois, en termes de chiffres bruts sur drive, 1,20 points par tir sur des tirs en fin de drive, 1,20 sur des gros drivers à plus de 10 par match, c'est 15e meilleur de NBA sur 57, donc c'est dans le 75e centile, mieux que les 3/4 de la NBA des gros drivers, on va dire. Alors que l'an passé, on était en chiffre brut à 1,10 et c'était à peine dans le 21e centile. On était vraiment vers le bas du classement, quoi. Donc pour moi, le jump, le saut d'efficacité est assez conséquent, et non seulement il vient compenser le jump shot, mais peut-être qu'il peut laisser entrevoir un peu plus de potentiel de création que moi j'avais peut-être imaginé à la base, où bon, je pense toujours pas que ça peut être un All-NBA créateur, je pense pas, mais tu vois,
pardon, un porteur de balle de cette taille-là, qui a du drive, où il tire profit de sa taille, et donc il peut aller un peu plus à volonté au panier et scorer pas mal. Je te dis, un top 15 parmi les grands drivers, en termes d'efficacité générale. Beaucoup plus de fautes qu'avant, ça aussi, ça aide. En plus, donc le passing en tant que porteur de balle de bonne taille, il est aussi très complet là-dessus. Il y a quand même beaucoup de choses à aimer, en fait, chez lui. Bien sûr. Ouais, mais pour moi, on est dans un profil, allez, proche, j'allais dire, de Banchero dans l'idée, dans ce que tu veux faire, en fait. C'est-à-dire cet ailier qui, ouais, t'as pas l'habitude que ce soit un gars de 2-8 qui mène la balle, qui porte la balle sur des pick and roll. L'idée, c'est ça, en fait. C'est de développer ces créateurs de grande taille. Et oui, là, on l'a vu encore au tournoi olympique. C'était lui le porteur de balle secondaire derrière Dennis Schroeder, et encore, il joue plus de minutes que Dennis Schroeder, donc on l'a souvent vu en porteur de balle principal, mais après, il va souffrir des mêmes maux que Banchero. C'est aussi, est-ce que t'as des shooters à côté? Parce qu'aujourd'hui, il doit se débrouiller, heureusement, il est assez bon sur ça, pour justement trouver cet espace-là, malgré des raquettes qui sont vraiment condensées, mais il faut aussi, pour aider son passing et sa création, des shooters qui soient plus respectés, et je pense que, moi, j'ai été rassuré. J'ai dit ça aussi pour Banchero, mais en fait, le voir sur du basket FIBA, ça me rassure aussi, parce qu'il a des niveaux de contraintes qui sont différents de la NBA, mais quelque part aussi très élevés. Et depuis 2022, depuis l'Eurobasket, j'ai vu l'évolution de Franz Wagner, tu vois, sur ça en tant que porteur de balle. Ouais. Après, tu sais, je le trouve un peu contracté. Tu vois, même quand il porte la balle, un peu rigide, le ballon est très proche de lui. Ouais. Tu vois, et ce qui fait je pense, la force, par exemple, d'un Kyrie Irving, c'est que finalement, c'est comme s'il faisait tout le temps des sham god. Tu sais, la balle, elle est très loin de lui. Donc, t'as le défenseur qui va se jeter, et tu vois, et derrière, il va pouvoir s'amuser, faire ce qu'il veut. Je trouve que Franz Wagner, il garde la balle très proche de lui. C'est pour ça qu'il perd aussi. Enfin, moi, ça se voit pas forcément sur les stats, mais je trouve qu'il perd quand même pas mal de ballons sur ses drives. Et notamment parce que voilà, il garde le ballon très proche de lui. Et sur le tir, c'est un peu la même chose. Je trouve très, très contracté finalement. Quand je te parlais c'est très mécanisé, tu vois, dans sa manière de faire. J'aimerais le voir un peu plus libre, tu vois, un peu plus fluide. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est caractéristiques physiques qui font que voilà, il est comme ça. Mais en gagnant un peu en souplesse, je pense, il peut vraiment s'améliorer. Et je te rejoins aussi sur un truc, au niveau de sa finition, son toucher est bon. C'est tout ce qui, pour moi, avant le dernier, tu vois, le geste final qui est le casser du poignet, je pense que tout ce qui se passe avant peut être optimisé, en fait. Oui, après, c'est peut-être aussi une conséquence de sa taille, hein. Donc il a un centre de gravité un peu plus haut que des petits arrières ou quoi. Donc effectivement, je trouve qu'il y a ce côté un peu rigide parfois, qui avec un travail athlétique, peut-être qu'on pourrait débloquer ça. J'ai essayé de voir là, par rapport à la décennie d'avant, à qui est-ce qu'il pourrait ressembler, ou même en NBA, tu vois, une version un peu Iguodala à Denver, tu sais, ou Sixers, qui était un peu typé pas mal scoring, mais pas forcément un énorme volume, mais un peu touche à tout. Voilà, je sais pas toi quel genre de comparaison, ou à quel point tu le vois aller haut en termes de volume au scoring, ou en termes de enfin, c'est quoi la bonne comparaison à terme, on va dire, pour Franz Wagner? Est-ce que tu le vois typé go-to-guy première option, ou plutôt un peu, comme dit, un Iguodala, genre All-Star, voire limite All-NBA, sur un côté un peu touche-à-tout? Pour moi, ce qui est comparable, ce serait le duo Tatum-Brown, je pense. Parce que dans l'idée, c'est un peu ça, tu vois, d'avoir un duo de leader, en fait, offensif. Je pense pas que c'est un mec qui un jour va avoir 30% d'usage. Enfin, je pense pas que c'est l'idée du Magic, mais là, il était quand même à 27,7, enfin 25,7. Je pense qu'il peut se rapprocher de 29, tu vois, mais dans l'idée, voilà, c'est un mec qui, quoi qu'il arrive, s'il reste au Magic, il va partager les responsabilités avec Paolo Banchero, et il n'aura pas plus de responsabilités. Enfin, en tout cas, ce sera toujours le lieutenant 2, mais peut-être, ou tu vois, le leader bis, je sais pas. Le mieux pour lui, je pense, au Magic, c'est d'être ce leader bis, mais il n'aura jamais un énorme volume, à mon avis. Un peu comme Batum, en fait. Prime Batum, c'est-à-dire un peu de scoring, mais pas des masses non plus, quoi. Peut-être un peu plus quand même que Batum. Ouais, je suis d'accord, ouais. Le truc, c'est que pour moi, son efficacité va être primordiale pour le reste de sa carrière. Parce que c'est un mec qui, lui, va être obligé d'être efficace parce qu'il n'aura pas ce niveau de volume. Tu vois, qu'un Banchero, on va lui permettre d'avoir un gros volume, de pas être efficace. Franz, un peu moins, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Donc finalement, son plafond...
Il peut arriver quand même très rapidement, à moins qu'il change de franchise. Tu vois, ce que j'espère pas. Mais en tout cas, tout porte à croire que qui va continuer de s'améliorer. À quel point, je sais pas. Mais c'est pour ça que moi, je voulais souligner vraiment son adresse à 3 points, parce que pour moi, c'est ça qui va déterminer un peu, en tout cas, son avenir, son futur proche. C'est ça qui va déterminer son futur proche. Ouais, effectivement. Le jump shot en général, si ça se débloque, on a peut-être un score plus complet que seulement ce qu'on a actuellement, quoi. Donc en effet, bien ma 5e stat du jour, il m'en reste 2, mais je sais pas laquelle faire. Je vais faire celle-là parce que l'autre c'est sur Wendell Carter Jr., mais qui avait une saison un peu compliquée, donc peut-être pas des masses à raconter. On pourra en reparler tout de même en bonus à la fin, mais non, j'avais moins 1,7. Moins 1,7, c'est la perte d'efficacité infligée au panier par Goga Bitadze. Et en fait, c'est un score qui est pas très bon, hein, moins 1,7, mais je m'en sers un peu comme prétexte pour parler de lui. Bon, c'est un peu une anomalie parce que en fait, l'an dernier, il flirtait avec les moins 10. Il était à moins 1,4% de perte d'efficacité infligée autour du panier en termes de défense. Donc voilà, quand on est à la barre des moins 10, c'est un très très bon score. Et comme dit, petit prétexte pour enchaîner sur lui, parce que moi, c'est un joueur que j'adore. Je l'ai répété un peu toute l'année, mais c'est un mec que j'imagine totalement être un titulaire NBA. Alors, pas top 5 titulaire pivot NBA non plus, mais ouais, pour moi, il a le calibre on pourrait lui donner son équipe et ça pourrait être intéressant. Et il faut se souvenir que lui, c'est un mec qui est un ancien prospect qui était très très coté, parce que c'est un profil hyper intéressant athlétiquement. C'est-à-dire que c'est un mec très très grand, mais vraiment très grand, mais qui pourtant a une certaine légèreté, une certaine agilité là-dessus. Donc, même, tu vois, occasionnellement, il peut faire des edges, il peut faire des switches même parfois, où c'est un peu plus mobile que simplement la tour de contrôle très grand, mais qui bouge pas, quoi, finalement. Donc il y a ça, plus un peu de toucher de balle, un peu de création, un peu le passing aussi. Enfin voilà, moi je trouve qu'Orlando a fait peut-être le coup de l'année en le re-signant en tant que backup. Ça va peut-être être un des meilleurs backups de NBA. Parce que moi je l'aime à ce point, et je sais pas, je voulais un peu avoir ton avis sur lui, sur sa saison en plus, où quand il a eu des minutes, on a vu qu'Orlando a tourné extrêmement bien, quoi. Ouais, c'était assez particulier parce que, en fait, à partir du moment où Wendell Carter Jr. est revenu de blessure, il est repassé pivot numéro 3. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit que sur certains matchs, tu vois, Jamal Mosley allait le faire débuter ou allait le faire sortir du banc, mais finalement, il est resté dans cette idée-là, que c'était le pivot numéro 3. Et moi, un peu comme toi, ça a été mon coup de cœur de l'année, parce que finalement, on l'avait très peu vu la saison dernière, même les saisons précédentes à Indiana. Et là, il a vraiment eu sa chance. Et déjà, j'ai trouvé ça très pertinent, en fait, finalement, de le faire débuter et pas de le faire sortir du banc à la place de Mo Wagner quand Wendell Carter Jr. s'est blessé, tu vois. Et en fait, sur ce run-là, tu vois, les chiffres que tu as sortis, c'était quoi, moins 1,7. Ce chiffre-là, il était nettement plus flatteur pour lui sur le run. Oui, tu veux dire, si on prend pas l'ensemble de la saison, mais juste ce run de novembre-décembre, ça serait un score presque comme avant, quoi. Un peu très bon. Ouais, c'était ça, c'était même très bon, parce que je m'étais amusé à regarder pendant la saison, et pour le coup, ça avait été même, nettement meilleur que Wendell Carter Jr. qui est pas mal dans ce domaine-là. Et le truc, c'est que, quand il est revenu de blessure, il a joué des bouts de minutes, tu vois, des bouts de match, et il a pas eu le même impact. Et, mais en tout cas, on a vu tout ce qui pouvait apporter. Après, contrairement à Wendell Carter Jr., il n'a pas ce tir à 3 points. Et on est une équipe, le Magic, je dis on, on est une équipe où, justement, le spacing, il est vachement dépendant de notre shooting, et on n'a pas de shooting. Donc, avoir un poste 5 qui shoot, et c'est en ce sens aussi que Wendell Carter Jr. est si important pour le Magic, c'est ça, avoir un poste 5 qui tire et qui est bon défenseur, c'est vital. C'est pour ça que moi, je veux pas voir Wendell Carter Junior partir, en fait, de cette équipe. Et je sais que certains fans ne sont pas de mon avis, mais justement, ça, c'est la grosse différence, je pense, et c'est pourquoi Carter Junior est devant Goga dans la hiérarchie. Mais je pense que il est pas si loin, mais malheureusement, en tant que backup, Mo Wagner est meilleur. Parce que tu recherches des choses différentes. Et c'est là où je suis inquiet un peu pour Goga. Est-ce qu'il va être cantonné à ce rôle de troisième pivot? Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que voilà, il mérite plus. C'est clair et net. Moi, je suis d'accord avec toi. Il mériterait d'être titulaire peut-être dans une autre franchise. Mais c'est clair que le Magic a un problème de riche à ce niveau-là.
Mais comment Jamal Mosley va gérer ce problème de reach? Et là, c'est la grosse question, la grosse interrogation, parce que c'est pas évident, tu vois, c'est pas évident de se dire est-ce que je vais jouer l'alternance entre les deux. Après, en termes de rythme, c'est pas top. C'est compliqué, surtout que Goga, il a besoin de se développer aussi en attaque. On a vu tous les bienfaits au niveau de sa défense, au niveau de l'attaque, un peu déçu parce qu'il a raté des choses faciles finalement. On sent que le gars est capable de faire mieux. C'est juste qu'il a besoin de jouer tout simplement. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais en tout cas, j'ai bien aimé son passing. Tu vois, quand je parlais ces fameuses actions, tu vois, zoom ou délai, où tu le vois loin du cercle. Intéressant, tu vois, il a du passing. Il a du passing. Je pense qu'il peut développer son tir, notamment son tir à 3 points. Pour moi, c'est un gars qui a un bon toucher, tu vois, visuellement en tout cas. Mais oui. Et ouais, bah c'est sûr, ça reste un jeune joueur qui a un énorme potentiel, mais ça me fait un peu peur, tu vois, son rôle de troisième homme, de troisième pivot, difficile à gérer aussi pour Jamal Mosley. Je me demande à quel point ils l'ont pas re-signé pour l'échanger après plutôt que le perdre pour rien, quoi, tu vois. Si je devais faire un pari, est-ce que les Knicks vont pas venir le chercher en janvier parce qu'ils ont besoin, tu vois, un truc comme ça, ça me paraît pas étonnant, mais ça me paraîtrait pas étonnant, pardon, mais je te rejoins sur le fait que Orlando a tellement peu de marge de manœuvre sur le spacing que en fait le choix se fait comme ça aussi, quoi. Entre Carter Jr. et Goga Bitadze, mais parce que je pense qu'on est d'accord que défensivement et même sur l'exécution offensive, le passing, il n'y a pas un écart si grand que ça. Mais en fait l'importance du shoot et de Carter est à ce point grande. Et d'ailleurs, bon, Carter, moi, il y a deux aspects. Moi, c'est aussi pour ça que j'adore le profil, c'est qu'on a un défenseur assez complet, élite nulle part, mais assez complet, mais qui peut shooter. Donc ça structurellement, ça a une valeur assez dingue, parce que ça permet ce spacing, un poste 5. Et de l'autre côté, c'est vrai que pour parler un peu de Carter Junior, même, bon, on a un peu de côté l'année compliquée, les blessures, etc., mais je commence à être un peu indéçu de la non-prise de responsabilité offensive, même si le but n'était pas qu'il devienne un go-to-guy, mais pour moi, j'avais toujours un peu en tête, à la draft où je l'avais scouté, le Al Horford, un peu le côté un peu touche-à-tout pivot, etc. Et je trouve que il y a le shoot, le scoring un peu par ailleurs, on va dire, le scoring un peu un post-up par-ci par-là, un drive par-ci par-là, ça vient pas trop, et surtout le passing. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas trop d'utilisation, en tout cas pas plus, de Carter Junior un peu sur des dribble hand-off, en poste haut ou passeur même poste bas, où il a montré, il a des qualités. Mais voilà, je sais pas si c'est les blessures, je sais pas si c'est la saison compliquée, mais je reste un peu sur ma faim, en tout cas en termes de production finale, sur le passing pas trop utilisé par Carter Jr., quoi. Ouais, mais après ça rejoint aussi ce que je te disais sur le développement du Magic, où tu priorises le développement de Wagner et de Paolo Banchero. Et en plus, on avait vu, tu vois, Wendell Carter Jr. sur ces aspects-là, il y a 2 saisons, tu vois, où finalement, il avait quand même beaucoup plus de responsabilités, et notamment à la création. Et justement, ces jeux sur hand-off, où je le trouve aussi très bon, tu vois, pour feinter, pour passer, pour, tu vois, tous ces trucs-là. Il est capable de dribbler aussi, tu vois, sur ces hand-off quand il les fait en mouvement. Et c'est vrai qu'il est très peu utilisé. Aujourd'hui, il a les miettes. Il a clairement des miettes. Et c'est pour ça que son tir aussi, il devient encore plus important. Tu vois, sa réussite au tir à 3 points, parce que il a pas beaucoup de munitions. Et ça rend aussi la chose un peu compliquée, hein. C'est vrai, hein, le fait de vouloir vraiment cristalliser ton équipe autour d'un duo d'attaque, et tu délaisses un peu tes autres joueurs. On a parlé de Jalen Suggs, c'est un peu la même chose pour Carter Jr. Il a vraiment un rôle aujourd'hui plus ingrat, finalement, poser les écrans, tirer à 3 points quand il est ouvert, et il a très peu de création. Donc moi, je partage ton avis, mais du coup, je suis pas déçu de lui, mais je suis déçu pour lui, en fait. Oui, parce que tu vois, même 81% de ses paniers sont assistés. Bon, on n'est pas sur un score de catch and finish, mais pas loin, quoi. Alors que pour moi, il rentre pas trop dans cette catégorie, quoi. Pour moi, il pourrait avoir un peu plus de création que littéralement 8 sur 10 ou 9 sur 10 de ses paniers sont créés par autrui. Mais bon, mettons ça un peu entre parenthèses, je veux pas trop dire de stats sur lui cette année, parce que comme dit, blessure, retour, c'était un peu compliqué, on verra l'an prochain. Mais donc, on a dit ça, chacun nos 5 stats du jour. Est-ce qu'en bonus, en fin d'émission, là, je te laisse un peu carte blanche en 2-3 minutes avant de conclure l'émission, est-ce qu'il y a des joueurs dont on n'a pas parlé, dont tu voulais discuter un peu, est-ce qu'il t'en restait des stats, je t'en prie.
Ouais, bah non, mais je voulais vraiment justement souligner l'importance de Wendell Carter Jr. parce que c'est vrai que Ouais. les fans sont très très durs avec lui, hein. Les fans du Magic sont vraiment très très durs avec lui. Et pour moi, ouais, et moi je partage complètement ton avis de le fait d'avoir un poste 5 qui est capable de tirer à 3 points, qui protège le cercle, mais au-delà de ça, il est capable de faire plein de choses en défense. C'est rare et c'est précieux et c'est pour ça qu'il faut pas le faire partir, quoi. C'est Ouais. vraiment ma volonté, quoi, de le garder jusqu'au bout de ce qu'on peut avec lui et quitte à peut-être lui donner un peu plus de responsabilité, mais ça j'y crois pas trop. Bah, je pense que tu vois Milwaukee qui va perdre peut-être Brook Lopez parce qu'il est vieux et en fin de contrat. Je pense que ça leur ferait du bien de mettre Carter Jr. à côté de Giannis parce qu'il a un shoot. Pareil pour Zion, Pelicans. Enfin, je pense que pas mal de monde serait intéressé, mais parce que un défenseur qui shoot, ça a à ce point une valeur, quoi. Ah oui, 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 bah, je partage complètement ton avis et c'est pour ça que je veux pas le voir partir et j'aimerais que Ouais, ouais. ce message soit bien ancré dans l'esprit tu vois, des fans du Magic et je voulais ouais, rapidement aussi parler de Cole Anthony. Vas-y, vas-y. Lui, pour le coup, il a un usage aussi qui est conséquent, quasi 25% aussi en sortie de banc. C'est compliqué. Vraiment, de tous les joueurs du Magic, c'est le seul où je vois pas vraiment tu vois, une pertinence, où je vois pas, en fait, à quel point il peut se développer. Tu vois, pour moi, il a quasiment atteint ses limites, déjà, même s'il reste jeune. Pour moi, je le vois pas exploser, tu vois. Ça fait plusieurs saisons où je me dis, ah, bah, le tir, il est meilleur que ça, quand même. Il est meilleur que ça. Et au final, bah, tu vois que ça stagne un peu à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui prend aussi beaucoup de pull-up, qui pas voilà, qui est pas hyper efficace. C'est un joueur qui a un profil particulier, mais qui est pas hyper bon dans ce qu'il fait. Et ça peut être un problème pour moi, pour justement parce que t'as des gars comme Jet Howard qui ne jouent pas beaucoup, tu vois, et qui dans l'esprit, peut-être dans l'idée de, tu vois, d'apporter des choses différentes et notamment du tir en pull-up. Bah lui, Jet Howard, il n'a pas eu vraiment d'opportunité et peut-être que l'année prochaine, il va saisir cette opportunité. Mais bon, Cole Anthony, il est encore sous contrat. Il a un contrat qui est quand même solide pour lui, donc à voir, à voir. Mais en tout cas, voilà, Cole Anthony, c'est vraiment ma grosse interrogation et si il y a un joueur à transférer, je pense que ce serait Cole Anthony, hein, vraiment le joueur. Là, le Magic peut se permettre de séparer de ce type de joueur-là, tu vois, aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, de Cole Anthony. Non, mais effectivement, c'est le profil créateur, mais création pas intéressante finalement, quoi. C'est le puncher en sortie de banc, je pense. Et bon, ça peut être remplacé, mais comme tu dis, Jet Howard, 11e choix de la draft dernière, qui a joué 18 matchs à peine, hein, donc peut-être on verra pour la suite. On va pas parler de lui, hein, parce que 18 matchs, on n'a peut-être pas eu le temps de voir. Il a que 20 ans en plus. Mais non, mais alors Jet Howard, on n'a pas parlé de Mo Wagner, mais parce que, enfin, si on a parlé un peu en pointillé tout le long de l'émission. Ce côté pick and pop, en plus roll, intelligent, défense avec au moins le positionnement. Mais non, Markel Fultz aussi. Ouais, ouais. Saison pas géniale parce qu'il a commencé par des blessures, hein, si je dis pas de bêtises. Il est revenu en cours d'année. Blessure assez étrange, d'ailleurs. Tu vois, ça parlait de son genou, mais il revient avec un tir qui est complètement différent encore. Enfin, c'est l'histoire un peu de Markel Fultz. Ouais, blessure bizarre et shoot différent, ouais, c'est l'histoire de Markel Fultz. C'est bon, on parlera pas de l'accident de moto qui officiellement n'est pas arrivé et qui a complètement déraillé son épaule et son shoot, mais ouais, c'est dommage parce que je trouve que l'an dernier il a fait une très très bonne saison dans son registre, hein, Markel Fultz. Ouais. Mais ce qui était intéressant, tu vois, quand je parlais des attaques qui cherchent des mismatchs, en fin de saison, il avait été utilisé un peu plus au poste, tu vois. Et Oui. là, pour le coup, il a vraiment une plus-value, tu vois, à ce niveau-là, par rapport aux autres meneurs. Ouais. Non, mais effectivement. Mais là aussi, la marge de manœuvre d'Orlando niveau spacing est tellement faible que peut-être que le choix se fait aussi comme ça, hein, par rapport au non-shoot de Fultz par rapport à d'autres. Mais voilà, plutôt mauvaise saison. Et d'ailleurs, il est free agent encore, non, au moment où on parle. Ouais. Je ne sais pas qui va le... Je sais pas s'il va trouver un nouveau spot, hein. Ça risque d'être compliqué pour lui, hein. J'espère en tout cas. Moi, je fais partie des amoureux de l'époque. On est beaucoup, hein, comme ça, qui l'adorons. Markel Fultz à l'époque. Ouais. Mais il m'a redonné la flamme, hein. C'est lui qui a ravivé la flamme, hein. D'Orlando, tu veux dire? Ouais, carrément. Ah ouais. Parce que j'étais un peu, comme je t'ai dit, après la période après T-Mac, ça a été un peu plus compliqué, même après Dwight Howard. Et quand j'ai vu que Fultz débarquait à Orlando, ça m'a vachement hypé quand même.
Voilà, c'est la valeur de Markelle Fultz. C'est le sentiment, les sentiments qu'il provoque chez nous, je suis d'accord. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour alors de cette équipe d'Orlando, on peut s'arrêter là. Et en tout cas, je te remercie d'être passé sur le Basket Lab. Je t'en prie, vraiment tout le plaisir était pour moi et vraiment avec plaisir pour revenir parler basket et parler du Magic. Vraiment génial et bravo pour ce que tu fais. Ça m'aide aussi en tant qu'entraîneur, tu vois. C'est toujours pertinent en fait. Tu vois, le côté stats, je sais que tout le monde n'apprécie pas, mais c'est pas que les stats, c'est tout. Tout est lié en fait. Enfin, il y a souvent une opposition entre les datas, les stats et le jeu, tu vois, la technique, tout ça. Enfin, c'est un peu bête d'opposer tout ça. Je pense que tout permet de s'enrichir en fait et vraiment c'est vraiment cool en fait le fait que tu aies pu te lancer dans ce type de contenu là et derrière ça a inspiré pas mal de monde et ça m'a inspiré aussi, hein, je dois le dire, donc franchement top, voilà. Et c'est la première fois qu'on échange, donc je me permets de te le dire là. C'est gentil, mais merci beaucoup. Et effectivement, il était temps qu'on arrive à se capter sur un podcast. Merci beaucoup et donc à très vite alors. Très vite sur le Basket Lab surtout. Yes, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour le Orlando Magic de cette saison qui a été une bonne surprise, qui vient plus tard que d'habitude, mais vous avez compris, hein, j'essaie de faire relativement par niveau croissant entre depuis les Spurs et Portland qu'on a fait au tout début, et à la fin on finira par Boston. Mais voilà, parfois petit problème d'enregistrement de ma part, donc voilà, Orlando ne vient que maintenant, après New York, après les Timberwolves évidemment, mais c'est pas une question de niveau, mais en tout cas, maintenant qu'on a fait Orlando, qu'on a fait les Lakers, qui étaient un peu les intrus de fin de marathon, il ne nous reste plus que des très très bonnes équipes. Là, il nous reste Boston, il nous reste Dallas, finaliste, il nous reste Denver, il nous reste OKC, et donc, la prochaine fois, on va se retrouver pour parler justement de Oklahoma City. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Frédéric d'être passé sur Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.